Bien, bonjour à tous et merci d'être là pour la 7e séance de Faire le présent. Aujourd'hui, c'est une séance en fait la dernière séance qui prend cette forme-là, puisque la séance de mai prendra une forme un petit peu différente, j'en parlerai à la fin en conclusion. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir deux photoreporters, Noman Kadoré et Julien Pitinome. Donc on va réfléchir sur la question de la photo, la question de l'image, et la question du rapport entre l'image et la politique et les luttes, et aussi de raconter un peu des choses qui se passent dans le présent, dont on parle assez peu dans l'espace médiatique, et la question de qu'est-ce que c'est que voir le présent, et qu'est-ce que c'est que thématiser ce qui se passe aujourd'hui. Au tout départ, lorsque j'avais préparé un plan, tout ça pour la séance, je voulais qu'on commence par... Alors voilà, c'est toujours comme ça quand je commence, ça arrive. Pour qu'ils nous racontent un peu leur trajectoire, qui ils sont, ce qu'on fera évidemment tout à l'heure, mais il s'est passé deux choses très importantes dans la semaine dernière, et qui fait qu'il faut tout de suite aborder, à mon avis, cette question-là pour commencer. La première, c'est cette image-là, qui est une image qui a été très, très forte, qui est un photographe d'un groupe qui s'appelle La Meute, un groupe de photographes qui a été littéralement tabassé par des CRS lors d'une manifestation vers Gare de l'Est, je ne sais plus où c'était. Ouais, Gare de l'Est. Donc une violence policière qui s'est exercée sur un journaliste identifié comme journaliste par la police. Et puis, il y a 2 jours, à Notre-Dame-des-Landes, lors de l'évacuation de la ZAD, la gendarmerie, les gendarmes mobiles et la préfecture qui a expulsé les journalistes de leur capacité à faire des images de la manière dont se procédaient les expulsions, et qui a fait un communiqué en disant on va fournir nous-mêmes des images à la presse libre de droit et vous pourrez les relayer. Et donc, l'idée selon laquelle la presse devait se servir des images fournies par la police. Ce qui pose quand même un problème très important, ces 2 moments-là, sur la question du rapport entre la production de l'image et le contrôle policier qui s'exerce sur les journalistes. Alors il se trouve que c'est un thème sur lequel Julien et Noman ont beaucoup réfléchi, ont beaucoup travaillé, à la fois théoriquement et par des images. Et donc peut-être on va commencer là-dessus. Donc on passera des images régulièrement, parce que le principe c'est un peu aussi de vous montrer leur travail de photo. Alors peut-être première question à tous les deux, et vous commencez comme vous voulez. Comment est-ce que vous voyez, vous, votre rapport entre la question de votre travail et la question de l'intervention de la police sur votre travail? Et vous, je crois que vous travaillez ensemble depuis 2012, donc ça fait 5 ans maintenant. Comment est-ce que vous pouvez décrire les évolutions? Est-ce qu'il y a des évolutions, une radicalisation du contrôle policier sur les journalistes, de l'agression des journalistes, etc. Et voilà, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la question de la production d'une image critique sur les luttes? Comment ça vous amène à avoir un rapport particulier avec la question de la police? Vas-y, Noman. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici ce soir. Le rapport à la police, il est un petit peu compliqué lorsqu'on choisit de faire de la photo indépendante, de la photo engagée, parce qu'on est très rapidement identifié comme photographe engagé, libre, et surtout, ils savent très rapidement que nos images n'ont pas de limite, si ce n'est nos valeurs et nos convictions. Une image comme celle-ci, par exemple, donc c'est un jeune photographe, comme tu l'as dit, qui s'est fait charger. En fait, il était dans le cortège de tête au moment où la police a chargé ce cortège de tête. Il a immédiatement mis les mains en l'air en disant qu'il était photographe, avec son appareil photo en l'air, et il s'est retrouvé plaqué au sol et il s'est pris plusieurs coups de matraque sur la tête. On a aujourd'hui une police en manifestation qui ne fait pas de distinction entre les militantes et les militants et les photographes, et ça questionne, évidemment, on peut aller plus loin sur la question de Notre-Dame-des-Landes, ça questionne sur aujourd'hui quelle place en fait ont les journalistes dans les mouvements sociaux, et à quel point finalement l'État policier, mais du coup l'État, cherche à nous faire taire parce que nos images peuvent déranger, et celle-ci en est une bonne preuve. C'est aussi bonsoir tout le monde. Pour rebondir, c'est aussi l'idée que on travaille pas avec les services de l'État et surtout la police en fait. Et c'est ce qui fait que aussi il n'y a pas de rapport ou d'emprise sur de potentiels sujets sur lesquels on pourrait travailler ou qui pourraient déranger. Moi, je travaille principalement à Lille et du micro. Pardon. Je travaille principalement à Lille et en fait, j'ai des rapports compliqués avec la police parce qu'on n'est pas énormément d'indépendants et je sors des images qui les dérangent. Et donc, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que
l'évolution du rapport presse indépendante, là je vais dire plus presse indépendante ou en tout cas journaliste indépendant, photoreporter indépendant et la police en fait se dégradent parce qu'ils savent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec aussi nos propres réseaux de distribution de nos images en fait, on a cette visibilité qui existe et qui on l'a vu sur plusieurs images, en fait, une image sort, les réseaux sociaux, et puis après, ça passe dans d'autres médias, et donc du coup, c'est des images qui dérangent parce qu'ils doivent se justifier et non plus, en fait, fournir des images. Enfin là, à Notre-Dame-des-Landes, ils fournissent les images, c'est le cas le plus extrême, mais on n'est plus, ils sont pas dans le contrôle en fait. Ils peuvent pas appeler notre rédac chef en disant celui-là il a merdé un peu quand même. Non, parce qu'en fait on a nos propres réseaux aussi de distribution de nos images. Ouais. Mais alors justement, vous avez employé tous les deux la catégorie de journalisme engagé ou indépendant par rapport à d'autres types de journalisme. Peut-être une chose importante, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une frontière qui s'établit entre les photographes indépendants et les photographes plus officiels, qui respectent plus la manière dont la police délimite le champ du visible? Et donc est-ce qu'en fait il n'y a pas on peut aller directement là-dessus, une forme de biais dans la catégorie d'engagement, où en fait on va appeler engagé le photographe qui ne respecte pas les limites que la police met à la question de la production de l'image? Il y a la question de la carte de presse en fait, qui fait déjà cette barrière, cette limite, puisque nous on fait le choix aussi de ne pas vendre à n'importe qui nos images. Du coup, on est déjà par nos pratiques en fait, on vend moins d'images et que pour vivre de ça, on est obligé de faire des projets à côté. On coordonne des projets médias, on fait plein d'autres choses, et qui fait que des fois les revenus des piges des salariés avec la presse en fait sont pas suffisamment importantes pour qu'on puisse prétendre à cette carte de presse. Aujourd'hui, la police, l'État en fait ne reconnaît dans les contrôles que cette carte de presse française qui, pour information quand même, la profession de journaliste n'est pas une profession réglementée, donc tout le monde, moi, vous, nous, en fait, on peut documenter, faire de l'information. Et donc là, il y a déjà cette première barrière en fait qui est liée en fait à des conditions de revenus. Pourtant, on fait la même chose en fait, on est sur les mêmes endroits. Donc pour moi, il y a déjà cette barrière de fait au départ qui fait que on nous catégorise en plus photographe. On est photographe indépendant et encore plus quand on est photographe engagé. C'est aussi une forme de dire eux font pas partie de notre corpus en fait. Nous mettre en marge, nous catégoriser de engagés, parfois aussi journalistes militants. Et on combat en fait cette dénomination parce que c'est pas ça. Nous on est engagé sur le rapport aux autres et sur le montrer la réalité. On a une caste en fait qui dit bah voilà, en fait il y a ces brebis galeuses là qui sont des journalistes engagés, des photoreporters engagés et qui du coup on fait pas partie du même milieu quoi. Et donc nous on leur repose la question en fait pourquoi vous catégorisez en fait les différents types de journalisme, parce que du coup ça veut dire que vous reconnaissez pas en tout cas la parole comme une parole, la parole ou la photo, en photo, l'image comme une vraie parole en fait, qui serait peut-être déformée parce qu'on a un engagement. On part du principe que le journaliste en fait est engagé de fait parce qu'il parle de lui-même en fait, de son propre endroit, et qu'en fonction de là où tu te situes, tu n'as pas le même angle, tu n'as pas la même vision, et donc ça c'est engagé. Donc en fait un journaliste il est engagé de fait. Il y a une chose importante, c'est que vous avez dit que, par exemple, le photographe de la meute, mais c'est vrai aussi pour vous, il charge d'abord les manifestants, et il se trouve que le photographe est dans la manifestation, et donc il prend. Donc la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez est-ce que vous avez vu des stratégies de ciblage des journalistes en tant que journalistes, ou est-ce que c'est en tant que manifestant en fait que vous êtes pris en charge ou ciblé par la police? Et ce qui pose une deuxième question, c'est que très souvent les stratégies de défense, c'est de dire mais moi j'étais pas manifestant, j'étais journaliste, d'accord? Ce qui peut aussi être une manière de dire mais en tant que photographe, j'étais indépendant de la manifestation. Et est-ce que vous ne croyez pas que précisément, vous essayez d'inventer une photographie manifestante, c'est-à-dire vous manifestez en prenant des photos, et donc que cette distinction être photographe et être manifestant est une frontière que vous voulez un peu abolir? Alors, plusieurs choses. Je pense que cette photo répond un petit peu à ta question. Là, c'est pendant Nuit debout, en 2016, il y a un jeune manifestant qui s'est fait arrêter. Il était au commissariat juste derrière cette ligne de policiers. Lorsqu'on est arrivé pour faire des images, on le voit là, il y a à minima 2 policiers qui braquent leur torche directement sur moi, là en l'occurrence, pour en fait brouiller mon objectif, pour pas que je puisse faire d'image. À côté de nous, il y a des centaines de personnes. Donc là, clairement, c'est la presse qui est visée. Sur les autres photos qu'on a pu montrer, là, c'est une photo de Julien. On voit le ton menaçant de la photo. Là, je suis tout seul face à lui.
Il me gaze, on est à quelques centimètres, lui et moi. C'est pour toi, ça. Ça, c'est pour moi, évidemment. Et là, par terre, en bas, on reconnaît Alexis Kraland, qui est un collègue caméraman qui se fait très souvent molester. Donc, évidemment qu'on est ciblé, parce que une fois qu'il n'y a plus d'images dans une manifestation, eh ben, c'est la porte ouverte à toutes les répressions possibles. Et les images, c'est vraiment le risque pour eux, c'est que ça puisse circuler. Ensuite, sur la frontière, on nous reproche souvent de faire de la photo sociale et engagée, et on nous reproche notre présence dans les cortèges, dans les manifestations. Quand je dis on nous reproche, c'est, je dirais, le bras armé de l'État, donc c'est la police, mais on reproche pas pourtant à un reporter de guerre d'être sur un terrain de guerre. On ne l'accuse pas de participer au conflit parce qu'il est en première ligne de la guerre. Pourquoi nous, on est quelques-uns, pourquoi on nous reproche notre présence dans les cortèges? Tu vois, là, c'est Julien, par exemple, qui se fait, enfin, vous voyez, par exemple, qui se fait viser directement. Là, il n'y a que lui, il est en face des policiers, on se fait viser directement. À la tête, c'est illégal. À la tête, c'est illégal. Oui, et alors par exemple, c'est intéressant parce que cette distinction parce que en même temps, je reviens là-dessus, mais la distinction entre être journaliste et être manifestant est une distinction. Par exemple, toi, Naumann, tu as été interdit de manifester en 2016. Tu as été, je pense, un des rares journalistes qui a subi une interdiction de manifestation. Et donc, c'était comme manifestant que tu as été. Je sais pas, c'était une interdiction de territoire, je crois, qui avait été dictée au moment de la loi travail en 2016. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet épisode-là et de comment est-ce que tu l'as voilà, comment tu l'as vécu et à ton avis, qu'est-ce qui explique le fait que tu aies été visé toi particulièrement? Je pense que j'étais le premier sur la liste, mais que derrière, si j'avais rien fait à ce moment-là, si on n'avait rien fait, parce que heureusement j'ai une équipe à côté qui m'a vraiment aidé. Si on n'avait rien fait, il y en aurait eu d'autres ensuite, et ça aurait pu être vraiment vraiment grave. Comment je l'ai vécu? Donc rapidement pour revenir dessus, en fait, c'est un samedi soir à 21h30, 5 policiers armés qui se sont rendus au domicile de ma mère, alors que j'y habite plus depuis longtemps, mais c'est important de le préciser, c'est aussi dans la méthode policière une idée d'intimidation. Ils avaient comme consigne de venir une fois à 22h et une fois à 3h du matin, pour être sûr que je sois là. Tout ça pour me remettre un courrier qui lui ont pas remis en main propre et qui m'ont remis le lendemain au commissariat quand je suis allé le chercher. Et sur ce courrier était écrit que j'étais interdit de me rendre à la prochaine manifestation parisienne parce que j'avais été vu et identifié dans plusieurs cortèges contre les violences policières et contre la loi travail. C'est-à-dire que ma seule présence justifiait que le préfet de police de Paris me délivre une interdiction de territoire. Sur cette interdiction, on était 11 personnes. Sur les 11 personnes, on est 10 à être allés au tribunal administratif, et sur les 10, on a été 10 personnes. Nous tous, en fait, on a pu finalement se rendre à la manifestation. Preuve que les dossiers étaient basés sur rien du tout, si ce n'est notre seule présence sur le territoire. Dans la suite du processus d'intimidation, j'ai été autorisé finalement à m'y rendre le lundi soir, avant mon passage au tribunal, à 1h du matin. Ça veut dire que encore une fois, les policiers sont venus d'abord chez ma mère, ensuite ils sont venus chez moi à 1h30 du mat. Donc il y a une équipe de la BAC qui est venue à 1h30 du mat pour me rendre ce papier. Je leur ai pas ouvert la porte et ils sont restés 1 heure à la fenêtre à éclairer la façade de l'immeuble pour savoir où j'habitais. Des méthodes qu'on peut pas imaginer juste pour me rendre ce simple papier. Et à la suite de ça, donc le lendemain après le tribunal, je me suis rendu à la manifestation comme prévu, avec l'autorisation signée du préfet et du tribunal administratif. Et malgré tout, les policiers qui m'ont vu et reconnu m'ont physiquement empêché de me rendre sur la manifestation. Une sorte de représailles le lendemain de tout ça. Mais c'est lié déjà à ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire de carte de presse en fait. Quand tu es présent sur des lieux de manifestation, tu es contrôlé comme tout le monde. Quand on te contrôle, toi tu dis que tu es journaliste, vous avez la carte de presse? Non. On a des cartes d'agence. Et en fait, eux, ils enregistrent juste Naumann Cadoré, Julien Pitinhomme, et puis après, ça va dans leur fichier. Et puis si à un moment donné, dans leur travail de regroupement, ils disent, mais attends, lui, il était là à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. En fait, c'est comme ça que ça tombe finalement une interdiction de manif ou d'autres choses vis-à-vis de journalistes qui sont sans carte de presse, mais qui sont présents du coup sur toutes les luttes et qui sont aussi souvent présents avant la police aussi. Là, on parle de grosses manifestations, il y a des actions de blocage, des actions coup de poing en fait sur lesquelles on est présent. Et ils savent qui on est, mais pourtant c'est jamais notifié comme ça, comme journaliste en fait. On doit avoir des fiches probablement où il est écrit juste nos noms et prénoms. T'es présent à telle date. Cette photo, elle est assez incroyable. Ouais, vas-y, raconte peut-être Julien.
Ouais, t'as eu mal quand même. J'ai toutes les anecdotes aussi qui vont avec celle-là. Justement, raconte un peu. Là, c'est le démantèlement de la jungle de Calais. Il y a une manifestation en fait des associations militantes contre la façon dont le démantèlement se fait. Et en gros, là, il y a que quelques journalistes. Il y a Noman, il y a un autre, il y a Arthur aussi, qui est journaliste indépendant. Et ils demandent à tout le monde de reculer. Et puis, en gros, ils n'ont pas le temps de reculer. Et comme ils sont présents devant, un gros coup de gaz lacrymogène. Et en fait, je vois pas tout de suite que c'est Noman. Moi, je suis sur un petit talus, je fais des photos. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais il est où? Et je le vois par terre en train d'agoniser avec. Voilà. Et donc du coup, et là, on a eu des rapports compliqués après avec la police parce que déjà, voilà, c'est un journaliste. Il y a des policiers qui viennent nous voir pour demander si on veut pas un coup de main. Voilà. Enfin, c'était compliqué. C'est des habitants en fait qui nous ont filé plein de choses et les pompiers sont venus. Mais voilà, dans les rapports avec la police à ce moment-là, en fait, c'était se dire voilà, c'est un journaliste. Et puis ils étaient un peu embêtés, quoi, parce que il fallait qu'ils signalent qu'il y a un journaliste qui a été blessé sur une charge, et donc du coup, ça fait aussi des choses à justifier, quoi. Donc voilà, donc ça c'est démantèlement de la jungle de Calais, mais ça c'est un exemple parce que le gaz, on connaît un peu trop le goût et l'odeur de ce gaz lacrymogène. Et de fait, ça veut dire que pour pouvoir couvrir, vous êtes amené à transformer votre manière de vous habiller, par exemple, de plus en plus, la manière de mettre les masques, de mettre les casques, de mettre des lunettes de protection, etc. Ce qui fait que est-ce que ça a changé, ça, votre manière de travailler en 5 ans? Est-ce que ça a beaucoup changé, ça, cette manière de devoir se protéger quand on est journaliste pour pas subir la répression policière? Je pense qu'il y a des mouvements qui sont un peu plus radicaux ou plus durs en fait aussi maintenant qu'il y a quelques temps, mais en même temps, dans nos pratiques aujourd'hui, voilà, pourquoi on va mettre un casque? Pourquoi on met un casque en fait? C'est ça la question. Pourquoi on met un casque? Si on pouvait s'en passer, franchement, je m'en passerais vraiment parce que c'est pas très agréable à porter, mais surtout quand on voit les coups de matraque qui tombent. On a vu la photo de la toute première photo, la photo de la meute. C'est parce qu'il avait pas son casque en fait. Et alors se dire qu'on est obligé ici en France pour aller couvrir des reportages, des manifestations, se balader avec un casque, un masque à gaz et des lunettes de protection. Et c'est en fait c'est ça c'est un truc. Pourquoi on doit faire ça? C'est juste parce que moi j'ai envie de rentrer chez moi en fait. En un morceau et pas on s'est pris des grenades de désencerclement. Voilà, tu rentres chez toi, après t'es amoché. Enfin voilà, j'ai une famille, j'ai envie de, je vais pas non plus prendre des risques inconsidérés. Et donc ça, c'est une forme de protection. Ouais. Au point où en fait au début on se protégeait comme ça, tout le monde même d'autres collègues journalistes rigolaient de nous en fait. Puis maintenant, regardez sur les manifs, ils y sont tous. Parce que un coup de matraque télescopique, un coup de matraque, un coup de plein de choses. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri de tout ça en fait. Et comme on est aussi au cœur, en tout cas, on est entre les lignes policières et aussi les lignes de manifestants. En fait, on est potentiellement aussi la cible des deux côtés, quoi. Donc il faut être protégé. Donc ouais, ça influe sur notre façon de se comporter et même de se comporter en fait. Puisqu'on ne travaille pas tout seul, on travaille à plusieurs, et même si on n'est pas dans les mêmes collectifs, on s'accompagne en fait. Est-ce que vous sentez une solidarité dans le champ médiatique avec ce type de cause? C'est-à-dire, est-ce que c'est que les photographes indépendants de gauche, quoi, qui mettent ces questions au centre du travail? Ou est-ce que quand vous arrivez des choses comme ça, les journalistes qui travaillent pour les chaînes de télévision, pour les grands journaux, ils font partie du même groupe, ils subissent les mêmes attaques? Ou est-ce qu'il y a une forme de distinction quand même entre le journalisme officiel et le journalisme contestataire? Alors, au début des mouvements, en 2016, il y avait une vraie distinction. Et même les journalistes de presse, enfin tu vois, ceux qui ont la carte de presse, ils nous marginalisaient parce que c'était plus facile. Ils nous voyaient arriver sur leur terrain en fait, et ils disaient ben non, nous on va sauver notre peau, donc on va les catégoriser, les sous-catégoriser et les marginaliser. Mais il a fallu que la répression touche la rédaction de France 3, que je sais plus, d'autres journalistes se fassent arrêter, des gardes à vue, tout ça, pour qu'ils disent en fait les choses sur lesquelles on était alertés depuis longtemps. Bah là, ça nous touche nous directement dans nos rédactions, donc on va faire quelque chose. Et c'est à Rennes, il me semble, qu'il y a eu une charge, enfin des CRS qui sont sortis d'une voiture et qui ont tabassé un caméraman de France 3, alors qu'il avait la caméra à épaule, que c'était très visible qu'il était journaliste. À partir de ce jour-là, ils se sont dit, il y a un vrai problème, on va s'en occuper. Et ils ont convoqué une conférence de presse avec le préfet de police, et ils ont été, pendant cette conférence de presse à Rennes, hyper
vindicatif sur ce qu'il demandait au préfet, et moins le préfet répondait aux questions, et plus les journalistes s'approchaient physiquement de lui, jusqu'à avoir des vraies réponses sur ce qui se passe. Mais il a fallu que ça les touche. Okay. Avant ça, malheureusement, ça restait très marginalisé. Est-ce que vous faites de pas seulement mettre des images, mais de porter plainte contre la police? Est-ce que vous le faites, ça, vous y pensez, ou est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie importante pour essayer de les retenir un peu et de vous laisser travailler? On apprend aussi que s'il n'y a pas d'image pour prouver, en fait, du coup, nos plaintes, elles sont pas traitées. Notre tort, je pense, c'est de pas aller porter plainte systématiquement, parce qu'on se dit, comme tout le monde, en fait, on se dit, c'était pas très grave. En fait, si, c'est grave, c'est très grave, en fait, mais juste, on se dit, ça faisait partie du risque aussi d'être présent à ce moment-là, et intégrer en fait ce risque. C'est aussi, en fait, c'est grave. On ne devrait pas intégrer ce risque parce qu'on n'est pas là pour non plus intégrer le fait qu'on risque de se faire cogner sur une manifestation. C'est surtout que porter plainte à la police contre la police, c'est pas évident. Et que moi, je l'ai vécu en fait après le premier tour des élections, le soir du premier tour des élections présidentielles, quand il y a eu des manifestations spontanées à Paris. J'ai été pris à partie par 5 policiers de la BAC qui avaient pas de brassard, qui sont rentrés dans le cortège en fait avec des flashballs. Je faisais un live sur Facebook et ils s'approchent de moi, je leur demande qui ils sont parce qu'ils ont rien d'identifiable. Donc à ce moment-là, ça peut être des policiers, ça peut être juste des gens qui ont des flashballs, je ne sais pas. Et je leur explique que je sais pas qui ils sont, ils m'encerclent, ils m'emmènent avec eux et le live se termine où on les entend dire lâche ton téléphone ou tu vas manger des tartes. Donc je finis par lâcher le téléphone parce que de toute façon ils sont 5, donc j'ai pas le choix. Ils me sortent d'une ligne derrière la ligne de CRS, ils me plaquent au sol avec les matraques à la main, et pendant plusieurs minutes, c'est des insultes, des menaces, et ils finiront par me voler le matériel de protection, donc mon masque à gaz, mes lunettes, mon casque, me voler ma carte mémoire, dans laquelle il y avait toutes les photos de la soirée, donc tout mon travail, et me frapper au visage avec mon propre appareil photo. Je suis allé porter plainte au commissariat, donc je suis allé au commissariat du 13e, j'expliquais que je m'étais fait agresser, et ce qui est très drôle, c'est que pendant toute la plainte, le policier qui prenait la plainte pensait que je m'étais fait agresser par des manifestants. Parce qu'il me demandait de les décrire. Et donc j'ai dit, écoutez, ils étaient 5. Il me dit, ok, est-ce qu'ils étaient en kawaii noir? Et je dis, ils avaient des blousons noirs. Il me dit, d'accord, mais est-ce qu'ils avaient est-ce qu'ils appartenaient à un groupe identifié? Je dis, j'ai l'impression, mais je suis pas vraiment sûr. Je pouvais pas le dire à ce moment-là, parce que si je lui disais que, je sais pas comment aurait pu se finir cette audition. Et l'idée ensuite, c'est de mettre des preuves au dossier pour que ça aille beaucoup plus loin. Mais après, j'ai ce réflexe de me dire que même quand un policier va beaucoup plus loin jusqu'au crime policier, systématiquement relaxé. Donc un coup au visage avec mon appareil photo, sans preuve, sans témoignage, que le seul photographe qui m'a pris en photo s'est fait également mettre de côté, tabasser et voler sa carte mémoire, il y a pas d'image de ça. Donc finalement, je vais recevoir un courrier dans 1 an et demi me disant que c'est classé sans suite. Et par contre, les 5 policiers auront mon nom, mon adresse, et on va pas se mentir, ça fait un peu flipper. C'est-à-dire quand on voit jusqu'où ils peuvent aller, à quel point ils sont couverts par leur hiérarchie et par les syndicats de police, ça peut faire peur, ouais. Je sais, tu as dit dans un entretien à Africulture que l'une de tes peurs, c'était d'être tué par la BAC. Ouais, parce que depuis que j'ai 14 ans, j'ai intégré le fait que je me faisais systématiquement contrôler lorsque je montais sur Paris, que je quittais le 94 pour monter à Paris. Systématiquement, je me faisais contrôler. Ça m'arrive de faire demi-tour quand je pars de chez moi parce que j'ai oublié ma carte d'identité. Et donc, quand à 14 ans, tu intègres ça, quand t'es en 3e et qu'un soir, tu te fais tabasser avec ton frère dans un métro, pour rien, t'intègres ce truc-là et tu te dis qu'un jour, finalement, le coup de matraque de trop, là, on a vu le jeune photographe, peut-être que 3 coups de matraque de plus et ça lui éclatait le crâne. Et quand on voit à quel point les gens en face de nous sont dans une... là, on voit, ils tapent une ligne de photographe, sont dans une colère et dans une rage que ouais, évidemment, ça fait peur. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais le fait, je pense que c'était très important de commencer là-dessus, sur le fait qu'il y a aujourd'hui quand même un déchaînement de la violence policière sur le journalisme, et que ça veut dire qu'il y a un rapport aujourd'hui entre simplement montrer la vérité et prendre le risque de mourir. Enfin, je veux dire, c'est quand même important de penser ça dans la France aujourd'hui. Alors, ouais. Pardon, mais 15 à 17 morts par an dans les quartiers populaires en France. Alors, c'est pas des journalistes, on sort un peu du sujet, mais 15 morts entre les mains de la police en France tous les ans. C'est un chiffre qu'il faut rappeler, qu'il faut rabâcher, parce que c'est une réalité qui est incroyable et qui devrait pas rester autant sous silence.
Ouais, absolument. Alors, on avait prévu de parler juste après peut-être du moment de la loi travail, qui a été quand même un mouvement très très important et très fort, et sur la tension qui règne aujourd'hui dans les manifestations. Est-ce que c'est que manifester aujourd'hui? Donc on a une série de photos, peut-être vous pouvez les commenter ou parler un petit peu de qu'est-ce que ce mouvement a été pour vous. Et peut-être une question que j'aurais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que pour vous de photographier un mouvement social? Parce que vous parlez beaucoup de photographier les luttes, d'être du côté des luttes et de parler. Vous savez, il y a un très très beau texte de Pierre Bourdieu sur la photo qui s'appelle Un art moyen, où il dit que le grand problème qu'a sorte quelqu'un qui prend une photo, c'est que les systèmes de pouvoir ou la société découpent ce qu'il appelle le photographiable. C'est-à-dire en fait, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, et puis il y a des choses que le monde social découpe comme ça, c'est un truc de photo, et très souvent les photographes, ils prennent en photo le photographiable. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui a été découpé comme étant bien pour une photo. Qu'est-ce que c'est pour vous le photographiable? Et voilà, est-ce que dans votre manière de filmer un mouvement, de photographier un mouvement social, notamment l'action de la police qui est très présente, ça peut aussi amener à pas photographier d'autres choses qui se passent dans une manifestation? Et donc pourquoi est-ce que cette question le moment de la police, de l'affrontement, est ce moment que vous choisissez souvent de mettre au centre de vos travaux? Ouais. C'est important de voir votre travail. Alors ça, c'est ton tube, Julien, on peut en parler. Ouais. Donc ça, c'est une photo qui a été prise le 31 mars 2016 à Lille, au tout début du mouvement contre la loi travail. Cette photo, c'est un rassemblement avant la manifestation nationale, en fait, qui se faisait un peu partout en France. Et il y a un petit groupe en fait qui bloque une sortie de voie rapide qui est pourchassée par la police et du coup qui manifeste dans la rue. Et puis il remonte une rue. Et cette rue, en fait, franchement, c'est un coupe-gorge. Et tout le monde se met à courir. Florent, qui est par terre, là, en fait, glisse sur les pavés. Il y a 4 policiers qui tombent dessus. Il y en a un autre aussi à gauche qui se fait arrêter aussi. Cette image, en fait, elle est pleine de violence, en fait, mais c'est pas qu'une seule image. Il y a une série d'images. Il y a 14 images qu'on n'a pas là, mais il y a 14 images. Et tout de suite, la difficulté, c'était que je me suis retrouvé tout seul, en fait. J'étais le seul journaliste déjà, puis je me suis retrouvé tout seul là, avec une ligne de CRS qui était prêt à me cogner, en fait. Et il fallait garder son sang-froid. Et donc voilà, ça c'était un peu compliqué. Donc cette image-là, en fait, elle fait partie un peu, ouais, comme tu dis, des tubes, mais qui est l'image qui a tourné au début de la loi travail, en même temps que le lycée Bergson, en fait, qui a aussi montré qu'il y avait dans les mouvements sociaux et ce mouvement social-là, en fait, une répression policière importante. Ça, c'est aussi la manifestation sauvage, une manifestation sauvage des lycéens du lycée Bergson dans le 19e. Et tout ça est arrivé en fait en même temps. Donc du coup, voilà, ça fait partie des choses qui ont aussi lancé un mouvement contre les violences policières et dont certains médias et des groupes en fait ont travaillé dessus. J'ai perdu le fil. Non, il y a une réalité aussi. Pourquoi couvrir les affrontements? C'est pas l'affrontement pour l'affrontement, c'est que la plupart des autres médias couvrent déjà largement le reste. C'est-à-dire qu'on sait à quoi ressemble un cortège syndical, on sait que ça peut être festif, que ça peut être sympa, on le fait aussi. Mais à ce moment-là, en 2016, c'est une des premières fois en France où on a eu enfin en tout cas récemment, où on a eu un tel durcissement dans le rapport de force. Et c'est la première fois qu'on a eu des gens assez en colère, assez déterminés pour aller au corps à corps contre la police. Et ces gens-là ne le font pas, a priori, on fait pas ça par plaisir, on fait ça parce qu'on a quelque chose qui nous anime, une rage qui nous anime, une colère, et on voulait, je pense aussi, documenter cette colère. Et après, aujourd'hui, on a un peu, on ouvre un peu les champs et on suit, on en parlera tout à l'heure, mais on suit des luttes beaucoup plus de l'intérieur, beaucoup plus des luttes prolétaires, des luttes ouvrières, qui prennent une autre forme. Et toutes ces formes-là, finalement, vont dans le même sens, la même lutte pour la justice sociale. Donc c'est important de tout balayer. Dans la façon aussi de traiter le sujet, puisque tu veux t'en parler, c'est on a des images là, voilà, du coup c'est un peu il y a des images sensationnelles, mais en fait suivre un mouvement, suivre une lutte, en fait, c'est aller chercher des images qu'on nous présente pas d'habitude. Donc sortir du côté sensationnel et aller chercher des images plutôt de l'intime ou de situations et raconter aussi une histoire. Faut pas juste considérer ces photos en fait comme un instant T, mais elles s'inscrivent dans le temps. Et dans le temps, en fait, c'est avoir une approche du suivi des luttes comme une approche documentaire. Et en se disant, voilà, pendant
4, 5, 6 ans, on a suivi ces mouvements et voilà ce qui en est en fait. C'est une trace aussi photographique dans le temps. Et c'est comme ça qu'on voit nos sujets. La loi travail, ça a été beaucoup d'événements, mais dans une lutte sociale, en fait, si on reprend les images, on raconte l'histoire de la lutte sociale. Certes avec un angle probablement différent, mais parce qu'on était aussi au cœur des luttes, au cœur des gens qui se mobilisent pour faire respecter la justice sociale. Oui. Est-ce que tu veux juste revenir sur celle qu'on a eue pour juste décrire où est-ce que c'était et parce que toutes depuis le début de ce mouvement-là, parce que il y a plusieurs choses très différentes. Là, celle-là, par exemple, qui est très impressionnante. Ça, c'est à Douchy-les-Mines, dans le nord. Sur la gauche, il y a un centre de dépôt de carburant, en fait. Et donc, du coup, 6 jours de mobilisation jour et nuit, avec un regroupement des syndicats et des milieux autonomes aussi qui ont travaillé ensemble pour tenir ce blocus. Et le 6e jour, le matin, en fait, il y a les CRS qui sont arrivés avec le canon à eau. Et donc, les manifestants ont décidé de mettre les barricades en feu. Donc, ça fait des images impressionnantes, puisque voilà, ça faisait quelques... Voilà. Ça, c'est ce qui s'était passé là, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, moi, je l'ai dans ce sens, et il y a le journaliste de l'AFP, le photographe de l'AFP, qui l'a dans l'autre sens. Okay. Et donc, du coup, on voit pas les mêmes angles. Alors, une chose que vous dites qui m'intéresse beaucoup, et peut-être c'est un peu plus sur la conception de votre travail, c'est que vous parlez de fait de documenter les luttes, de faire comme des documentaires, de suivre, etc. Et pourtant, vous avez choisi comme médium la photo. Et la photo, c'est un médium très particulier parce que c'est un photo qui n'a pas sa propre narration avec elle-même. C'est-à-dire que c'est très dur de dire ce qu'il y a dans une photo sans qu'il y ait un texte à côté, sans qu'il y ait un discours à côté, sans que une photo c'est un instantané, donc il faut il y a pas de contexte, quoi. Et donc je voudrais savoir un peu comment est-ce que vous sentez pas, enfin, en quoi la photo est un instrument plus puissant que le film ou que l'écriture ou que posséder un propre journal, etc. pour raconter. Et est-ce que le photographe c'est pas toujours être un peu dépossédé parce qu'en fait on achète vos photos, on peut les publier après dans Libération, dans tout ça, et vous n'êtes pas maître du tout de ce qu'il y a autour. Donc en quoi est-ce que la photo est pour vous un médium que vous avez choisi et en quoi c'est fort de faire des photos par rapport à faire des films ou écrire des livres ou je sais pas. J'ai vu que tu avais posé ton micro pour me laisser la parole en fait. Okay. Je sais pas, moi je pense qu'il y a cette question de l'instantané, de figer un moment en fait, moi qui fait partie d'une volonté de faire en fait sur un moment on fige. Pour moi les médiums sont complémentaires en fait. La photo, la vidéo, le son, en fait c'est des choses qui sont complémentaires et d'ailleurs dans nos pratiques aujourd'hui journalistiques, on fait évoluer, on fait du son aujourd'hui, on fait un peu de vidéo, notamment avec les smartphones. Voilà, on fait évoluer aussi nos pratiques, mais utiliser le médium de la photo pour moi c'est certes il faut ajouter du texte souvent. Et on travaille sur ça aussi, parce qu'on fait de l'éducation aux médias, et ce qui est important, c'est justement, on travaille même à partir de nos propres images pour montrer, voilà, en fonction de ton interprétation, une image, elle raconte une histoire ou une autre. Et donc, nous, on doit justifier, enfin, en tout cas, légender nos photos avec des textes. Et je sais pas, pour moi, c'était vraiment cette question de figer l'instant, en fait. L'instant, le moment. Et donc, du coup, on s'attarde à une image. Si on prend sur une vidéo, une image sur 24 en fait qui devrait faire la synthèse et c'est pas simple en fait, mais juste je crois que pour moi c'était un médium plus naturel, en tout cas c'était peut-être l'idée que ça me convenait plus. Okay. Sur l'idée que la photo doit pas nous échapper, c'est hyper important et c'est pour ça que ça nous arrive de refuser des médias. Voilà, de refuser des ventes parce que en fait on veut pas que la photo du tout soit dénaturée et c'était ma grande crainte quand on a commencé à couvrir Calais, on en parlera après. J'avais fait une photo d'une espèce de bac d'eau avec quelques robinets et moi j'avais légendé en expliquant que c'était un des seuls points d'eau à l'époque de la jungle de Calais. Et ma crainte c'était que cette photo soit rachetée par des médias et qui légendent, bah vous voyez c'est bien Calais, ils ont de l'eau courante et de l'eau potable. Et du coup, bah, pour éviter ça, en fait, on est obligé de vraiment restreindre les accès et surtout d'avoir une vraie veille. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé, avec Kerosana qui est là aussi, de relancer avec Raphaël Yem et d'autres le magazine Fumigène, alors, le État d'urgence. Vos livres, oui.
c'est aussi l'idée de dire que pour pas que les photos nous échappent, créons nos propres médias, créons nos propres supports, et contrairement à la vidéo, au sonore ou principalement, on a un support physique réel et on peut toucher la photo. Oui. Le film, on peut difficilement le toucher. Oui. Et après l'écrit, certains dans notre équipe écrivent. Alors chez nous, c'est plutôt Eros qui a une belle plume, mais tout ça finalement va dans le même sens. Vas-y. Ouais, cette idée du papier, en fait, c'est vrai que ça c'est quelque chose d'important. À l'heure du 2.0, en fait, on s'est dit pour aller toucher les gens avec nos images et les récits en fait aussi qui vont autour de ces images, il faut repasser par le papier. Il faut repasser par le papier parce que on va dans des lieux où l'accès aux médias est parfois compliqué ou inexistant, et donc du coup nous on arrive avec quelque chose, on se transmet quelque chose, et la question de la transmission d'un objet, c'est quelque chose d'important en fait, qui est le premier pas pour entrer en discussion, parce qu'aujourd'hui il y a une rupture qui se prononce de plus en plus entre les médias et les citoyens. Et nous, on considère faire du média de proximité. On est en lien avec les citoyens, les habitants et habitantes des quartiers populaires, principalement. Et ça, c'est un magazine qui est aussi un porte-voix de ce qui se passe dans nos quartiers, dans la ruralité aussi, et avec un angle plutôt positif, sans oublier qu'il se passe des choses difficiles et compliquées, mais que voilà, on est obligé, on se réapproprie des outils, on crée nos propres outils pour diffuser nos images comme on le souhaite, en prenant aussi le risque de ne pas vendre d'images. Et il y a pas longtemps, je crois que c'est Rose qui nous avait envoyé ça, on a vu par hasard dans le RERD une dame d'un certain âge qui était en train de lire Fumigène, par le hasard complet. Et pour nous, en fait, il est là, la réussite, elle est là. C'est que quand tu rentres dans une classe, que les jeunes ils repartent avec le magazine, quand tu fais les ateliers en prison, que les gars ils remontent en cellule avec le magazine, tout ça en fait, tout ça pour nous c'est incroyable. C'est vraiment pour ça qu'on fait de la photo. Oui, alors on va parler de ça. Je pense que c'est important pour parler un peu de vous et de comment vous êtes venu au journalisme, parce que tous les deux vous racontez souvent que le point de départ de votre volonté d'être journaliste, c'est l'écart énorme entre la vie que vous viviez ou ce que vous voyez et ce que le champ médiatique racontait, et qu'il y avait cette espèce d'écart énorme entre la vision du réel que produit le champ médiatique et les types de thèmes ou les types de narration, le vocabulaire ou les images que vous pouviez voir dans votre quotidien. Alors peut-être vous pouvez tout de façon raconter maintenant un petit peu comment vous êtes venu au journaliste, raconter un peu de façon biographique, voilà, comment vous voyez cet écart entre le champ médiatique et notamment ce qui se passe dans les quartiers populaires, et de quelle manière est-ce que vous essayez de combler cet énorme trou, quoi. Moi, je suis éducateur de formation. Du coup, j'ai été éducateur de rue, j'ai été éducateur en foyer, en fait, dans le nord de la France. Et déjà, dans ma pratique professionnelle d'éducateur, j'utilisais la photo comme moyen d'expression, et aussi tout un travail de revalorisation de l'image, etc. Et c'est quelque chose qui se trame depuis des années. Après, je suis venu à Paris et j'ai travaillé en toxicomanie, et la photo, en fait, c'était quelque chose de presque tabou. Et donc, je me suis dit, voilà, la photo, c'est un outil professionnel. C'est un outil que j'ai dans ma pratique d'éducateur. Et peut-être qu'un jour, je peux essayer d'en vivre, ou en tout cas de continuer dans cette ligne-là, mais en sortant du champ éducatif. Et au même moment, on a créé le collectif Œil, en fait, en 2012. On s'est rencontrés sur des points de lutte, et on s'est dit, ensemble, en fait, on pourra aller plus loin, on va construire une identité commune, puisque ce qui nous rassemble aussi, c'est les quartiers populaires, au sens large du terme. Moi, c'est dans le nord de la France. Héros, c'est à Sarcelles. Noman, c'est à Antony. Et on s'est dit, allons-y ensemble et créons quelque chose pour justement, en fait, avoir ce mouvement qui donne aussi un regard positif aussi sur ce qui se passe dans là où on vit, où on a vécu. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pour combler ce déficit, ce décalage d'image entre ce que nous on vit et ce que tous les habitants et habitantes vivent, et ce que les médias en fait racontent, même en termes de mots utilisés, etc. Il faut qu'on puisse permettre aux gens aussi de s'exprimer. C'est comme une forme de droit de réponse, en fait. On est là-dessus. On est comme sur une forme de droit de réponse sur lequel, nous, on doit assumer notre travail de journaliste jusqu'au bout. C'est-à-dire que si je t'interviewe,
il faut que tu sois suffisamment satisfait du travail aussi, parce qu'on est dans le vrai, on raconte pas, on raconte ce que les gens vivent. Et donc, pour nous, c'est important. Et combler ce déficit, ça passe par tout ce qui est le moins visible, en fait. Nos images sont visibles. Mais tout ce qui est moins visible, c'est tous les projets qu'on mène autour, qui sont... moi, je coordonne un projet dans le nord de la France, à Roubaix, avec la condition publique, qui s'appelle Labo 148, qui se veut être une agence de production de contenu avec des jeunes de 15-30 ans issus des quartiers populaires, mais pas que, avec des étudiants en journalisme. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on va inverser, on va changer des rapports, des visions qui peuvent être aussi des jeunes des quartiers sur les journalistes et des journalistes en devenir sur le traitement médiatique des quartiers. Et je pense que c'est ça aussi notre travail, c'est d'aller influer au plus profond des institutions journalistiques sur traiter de manière différente. La clé, c'est du temps. En fait. Et quand on leur explique aux jeunes journalistes que quand ils veulent couvrir des meetings politiques, ils se plient à des règles, à des organisations, etc. Dans les quartiers, c'est la même chose, en fait. Mais il faut prendre le temps de faire les choses. Et c'est la question du temps, en fait, qui se pose derrière tout ça. Donc nous, pour combler le déficit, à notre niveau, hein, parce qu'on ne va pas combler le déficit d'amour de la presse, mais en tout cas, à notre niveau, c'est d'aller faire ces projets-là, distribuer fumigène en prison, faire des ateliers en prison, faire ce projet à Roubaix, faire des ateliers d'éducation aux médias et de production à Fontenay-sous-Bois. Bientôt aussi, on va faire un travail photographique et de journalisme à Stein pendant quelques temps. Voilà, c'est par là en fait que notre travail passe aussi. Noman, raconte un peu toi ta venue au journalisme et ton rapport entre la représentation médiatique de ce que tu vivais et ce que tu vivais. Moi, c'est venu vraiment sur les questions de violence policière, principalement. J'ai commencé la photo assez jeune, j'étais passionné par ça. Et c'est mon grand-père qui m'a mis pardon, les premiers appareils photo dans les mains. Et en fait, j'ai réussi, en tout cas, j'ai essayé de lier la réalité des violences policières à celle de la photo. Et je me suis dit à un moment donné qu'on ne pouvait pas laisser tout ça sous silence. Ça revient à ce qu'on disait vraiment au début. Et que... qu'il fallait s'en emparer et qu'en fait, on avait deux choix. Soit on continue à râler de la mauvaise représentation ou de la non-représentation de nos réalités, soit on faisait quelque chose. Et alors c'est passé par la photo, il y a des gens qui le font par plein d'autres biais, mais c'était vraiment ça le point de départ et c'est là-dessus qu'on s'est tous retrouvés. Le projet de Fumigène, c'était ce projet-là aussi. C'est-à-dire en fait, soit on râle, soit on le fait et on a décidé de le faire et voilà, j'ai perdu un petit peu le fil. Quand aujourd'hui, je regarde encore en ce moment, quand on regarde des reportages sur les quartiers, ou moi maintenant je suis dans le 13e, l'autre jour je regardais un reportage sur vraiment en bas de chez moi, c'était hallucinant de décalage entre l'endroit où je vais faire mes courses et l'endroit qui me montrait à la télé. Et qu'est-ce que ça renvoie du coup dans la tête des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans ces quartiers-là ou dans ces arrondissements-là? C'est qu'ils ont une peur en fait. Et la plupart des journalistes, pas tous, beaucoup de journalistes viennent de grandes écoles, viennent pas de quartiers populaires, et du coup, ils ont une image très fantasmée sur les quartiers populaires. Et quand ils y viennent, quand une rédaction leur dit tiens, tu prends ta caméra, tu vas 2 heures à Stein, en 2 heures, en fait, il va reproduire tous les clichés qu'il a dans la tête. On le retrouve un peu d'ailleurs ce fonctionnement-là chez la police, mais il vient 2 heures, il fait exactement ce qu'il pensait trouver dans ces quartiers-là, et il va pas parler de tout le reste. Et la première chose qu'on entend, nous, quand on vient dans des classes ou dans des groupes de jeunes, quand on leur demande mais est-ce que t'aimes ton quartier? La plupart du temps, ils nous disent oui. Et qu'est-ce que t'aimes dans ton quartier? Systématiquement, ce qu'on aime, c'est la solidarité. Le fait que jamais tu vas voir une maman passer avec ses courses et les gens tournent le regard. Jamais. Ou très rarement. Et très souvent, les jeunes, même des Kairas, ils vont y aller, ils vont prendre les courses, ils vont la monter avec elles. Et il y a une vraie solidarité qu'on trouve pas dans les grandes villes, en tout cas qu'on trouve pas au centre de Paris. Mais c'est pas ce qui vend aujourd'hui. Et donc le décalage, il est là. C'est que d'un côté, il y a les médias qui veulent vendre et qui ressortent du coup cliché sur cliché. Et de l'autre, tu as des gens qui vivent une réalité et qui se sentent sous-représentés. Aujourd'hui, quand on vient dans un quartier avec nos appareils photo, quasiment à chaque fois, les gens nous disent, la première chose qu'ils nous disent quand ils nous voient sans qu'on ait pris le temps de parler, BFM, tout ça, franchement, partez, on n'a pas besoin de vous. Et à chaque fois que vous venez, c'est que vous êtes là, c'est pour nous faire du tort. Et donc là, ensuite, on travaille pour détricoter ce truc-là. Mais il y a un vrai souci de représentation dans les médias.
Oui, et ce qui fait qu'effectivement, enfin, c'est intéressant parce que souvent on emploie le vocabulaire du journalisme engagé contre le journalisme neutre, etc. Mais en fait, là, ce que vous dites, c'est plutôt un truc entre le vrai et le faux. C'est-à-dire, en fait, ce qui est présenté comme le champ médiatique qui veut être le lieu de la neutralité est un lieu de mensonge sur la vie des gens, sur les représentations, sur ce qui se passe, ou d'occultation extrêmement puissant. Et vous essayez, en fait, par des médias, par des supports vidéo, etc., à redire le vrai. En fait, il y a quand même une tâche comme ça de montrer la vérité et la réalité des vies que les gens vivent. Redire le vrai, ou en tout cas tourner un petit peu l'objectif. Ça veut dire que si tu braques une caméra sur quelqu'un qui vend de la drogue et que tu parles que de ça, eh ben on va généraliser. Alors qu'à côté de ça, il se passe plein d'autres trucs, et que quand ton angle de vue il est là sur cette personne-là, bah derrière il y a tout le reste. Et on pense que c'est important de montrer tout le reste. On ne dit pas que c'est complètement faux, on dit juste que c'est déformé, que c'est grossi, et que ça dessert complètement les habitantes et les habitants. Mais quand vous parlez avec les jeunes des quartiers populaires avec qui vous faites des ateliers, comment est-ce qu'ils se représentent les médias dominants? Comme des choses qui sont en guerre contre eux? C'est ça, en fait, qu'ils vivent? Je sais pas si c'est la guerre ou pas la guerre, en fait, mais c'est juste qu'ils s'y reconnaissent pas. Et juste à un moment donné, quand tu te reconnais pas dans quelque chose, bah, tu peux pas t'investir là-dedans. Et notre travail, c'est ça, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes et qu'on produise des choses ensemble. Qu'on leur permette d'avoir des espaces de liberté d'expression. On parle souvent d'éducation aux médias, en fait. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. On fait de l'éducation aux médias. En fait, non. Nous, on va plus loin que ça. On fait de l'éducation populaire autour de la question des médias. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans du primaire, dans du rapport primaire, mais surtout les apprendre, donner les outils pour qu'eux-mêmes puissent s'exprimer. Sinon, on peut être vecteur de transmettre ce que leur propre parole, en fait, on aura réussi à faire quelque chose. Pour soit rétablir peut-être une vérité, ou en tout cas permettre juste qu'ils s'expriment. Et on va là jusqu'à la notion de droit de réponse. Comment tu organises un droit de réponse quand il y a eu plusieurs expériences comme ça où tu as des médias qui parlent d'un quartier et puis en fait dans le quartier personne s'y retrouve et il n'y a pas de droit de réponse qui est organisé. Et qui est-ce qui doit organiser ce droit de réponse? Si ce n'est les habitants d'une part, mais aussi des journalistes qui accompagnent les habitants. Enfin, je pense que ça c'est aussi notre travail. On est là-dedans en fait. Concrètement, on est là-dedans pour donner les outils, des outils que nous on a appris. Transmettre ces outils-là aux gens pour qu'ils s'expriment et pas forcément de manière journalistique, mais juste que les gens puissent s'exprimer. Pour illustrer, je vais prendre juste un exemple pour que ça soit bien clair. En 2005, lorsque Ziad et Bouna sont poursuivis par la police, qui se réfugient dans un transformateur EDF et qui décèdent électrocutés dans ce transformateur EDF, il y a eu, on le sait, des révoltes dans toute la France. Et il y a un média, alors je sais plus lequel, France 2 je crois, mais je suis pas sûr, ou France 3, qui systématiquement, tous les soirs, était dans la bonne ville au bon moment. J'entends par là qu'il était dans le quartier qui brûlait le plus, et que tous les soirs, il arrivait, à travers la France, à être dans le quartier qui brûle le plus. France 2. Et les gens se sont posé la question, comment ça se fait que ce gars-là, il arrive à être au bon endroit, entre guillemets, au bon moment. Et en fait, il payait les gens pour brûler des voitures. C'est-à-dire qu'il allait voir des gens en disant, bon, tiens, je te passe 300 balles, tu brûles la voiture de ton voisin. Et les gens l'ont fait. Mais du coup, c'est complètement biaisé par rapport à la réalité. Il y avait évidemment des voitures qui brûlaient, il y avait une véritable révolte, mais à ce moment-là, pour ce journaliste-là et pour ce média-là, c'était complètement déformé par rapport à la réalité. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait eu, je dis pas moins, mais en tout cas, une autre réalité à filmer et à montrer. Et pareil, sur cette époque, parce que c'est vraiment symptomatique de cette déformation médiatique. Les médias parlent d'émeutes. On est beaucoup à parler de révolte. Dans la tête des gens, c'est complètement différent. Une émeute, c'est quelque chose de spontané, de sauvage et de pas du tout réfléchi, alors que lorsqu'on parle de révolte, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a eu des grandes luttes en France, même si on prend la Révolution, qu'est-ce qui fait que quand des gens se soulèvent pour pour aller réclamer du pain, on parle d'une révolution, et quand des gens sortent de leur quartier populaire et se font entendre, on parle d'une émeute, et qu'on essaie de marginaliser ça à une bande de voyous qui juste brûlent des voitures. Et les médias ont un rôle hyper important à jouer là-dedans, et ils ne le jouent pas, malheureusement. De fait, c'est important ça politiquement parce que je pense que qu'est-ce que c'est que la critique des médias? Et je pense que de fait, ce que vous inventez, c'est que au fond, plutôt que d'essayer de changer, par exemple Libération ou Le Monde ou France 2, en essayant de les, je sais pas quoi, de les confronter, quoi. Vous avez quand même une stratégie d'auto-représentation, c'est-à-dire de donner aux instruments, aux gens des catégories populaires, les capacités à s'auto-représenter, et aussi Fumigène est l'instrument auquel vous vous dotez vous-même d'un instrument de production
production de vos photos, ou état d'urgence, ou le collectif, etc. C'est-à-dire, vous êtes dans une problématique plutôt de les remplacer, c'est-à-dire d'essayer de faire vivre un autre journalisme quand on voit vos photos, on se dit toujours, ça veut dire qu'ils nous ont pas montré ça. Ça veut dire qu'ils nous cachent quelque chose et qu'à la fin, on n'a plus envie de les regarder, on a envie de vous regarder vous. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a quand même une forme de manière très importante que vous mettez en place de vous réapproprier les instruments de production des images et d'essayer de démocratiser. Et c'est pour ça que c'est pas seulement une question de journalisme, c'est une question, comme tu l'as dit, démocratique, de prendre la parole. C'est qui a le droit à la parole, qui peut s'exprimer, qui peut parler son propre discours. Et donc, il y a une optique de classe, quoi, de lutte de classe dans l'espace du discours que vous menez. Ouais. Vous voulez pas commenter ça? Non, juste pour conclure, en fait, chacun, sur ce sujet-là, chacun est légitime de sa réalité. Donc, n'attendons pas que quelqu'un parle à notre place. Faisons-le, par l'écrit, par la photo, par la vidéo, comme on veut, mais arrêtons d'attendre qu'il parle de nous, sans nous, en fait. Alors, une des questions qu'on va aborder après de parler sur le sujet suivant, sur les camps, c'est le fait que vous voulez créer une agence, que vous voulez aussi devenir vendeur de vos propres images et détenir les moyens de production économique de vos propres vies, puisque en fait on parle assez peu de la condition économique des photographes, de qu'est-ce que c'est que faire des photos, qu'est-ce que c'est qu'en vivre. Aucun de vous deux ne vivez de votre travail, faut que ce soit très clair. On peut pratiquement pas vivre d'un journalisme indépendant aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a économiquement une guerre qui est menée contre ceux qui montrent la vérité, hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe quand on vend une photo à un journal ou quand on le voit à une agence qui le vend à un journal? Combien vous touchez? Et de quelle manière est-ce que pour une agence permettrait de vous d'être plus indépendant économiquement et de faire des projets un peu plus libres? Alors il y a plusieurs biais de vente des images produites. Il y a des images que tu prends et que tu vendras jamais, voilà, parce que tu les gardes ou elles sont pas vendues. Quand tu travailles aussi avec des agences, ça dépend lesquelles, mais moi je travaille avec une agence italienne qui s'appelle Nur Photo qui prend 50% des ventes. Mais elle a des collaborations avec d'autres agences, dont l'AFP. Donc, quand tu vends une photo à l'AFP, quand il y a quelqu'un qui achète une photo sur l'AFP prend 50% de la vente, l'agence prend 50%, et toi, tu récupères le reste. Et ça, c'est la réalité. Une photo vendue sur France TV Info, t'as 25%. Et encore, sur un prix qui est déjà bas. Bah, sur vos photos dans Libération, on les voit, vos photos très fréquemment. Alors, une photo sur le web, une photo sur le web sur France TV Info, vendue par ces agences-là, ça nous fait 2,20 € dans la poche. 2 €. Voilà, 2 €. Une photo vendue à Libération, à 3/4 page, c'est 88 € en pige. C'est 88 € brut. Donc, c'est chouette, hein, de faire une publication dans Libération, mais c'est 88 € pour un 3/4 page. Ouais, voilà. Alors après, ça c'est lié aussi au nombre de ventes du journal, etc. Mais juste quand on se dit, il y a une image qui sort dans un article, tu te fais 88 €. Mais vous voyez, j'ai passé, on a montré tout à l'heure, j'ai passé sur 6 jours de blocage d'une raffinerie, j'ai passé 4 jours. Franchement, en essence, en temps, etc., ça m'a coûté bien plus. Alors après, on espère pouvoir en vendre plusieurs, peut-être. Ça, c'est une façon de vendre. Après, on a les commandes qui sont directement prises par les médias. Donc moi, je fais des piges de temps en temps pour Libération. Je fais aussi des piges pour d'autres. Mais pour Libération, par exemple, la pige, elle est aux alentours de 150 € plus quelques frais. Donc la journée de photo, et tu as 200 €. Mais nous, on ne travaille pas tous les jours pour Libération. Si tous les jours, je pouvais travailler à 200 €, franchement, je serais vraiment bien, quoi. Mais non, c'est pas comme ça. Ça, c'est un deuxième biais de vente aussi de nos images. Et puis après, l'idée en fait, ça ne nous convient pas, tout simplement. Ça ne nous convient pas. Moi, vendre 2 € une image, je préfère pas la vendre, en fait. Je préfère faire différemment que de vendre cette image, de la mettre à disposition et ne pas la contrôler, en fait. C'est ça aussi. Donc aujourd'hui, le collectif Œil, en fait, évolue. On se constitue en agence. On ouvre le collectif à d'autres photographes, mais on sera une petite structure où on va en fait nous-mêmes distribuer nos images. On nous disait ça va coûter un bras de distribuer vos images chez Pix Palace, qui est le lieu où en fait tous les médias vont acheter leurs images. Et en fait non, ça coûte pas un bras, c'est pas donné. Nous on doit être à 350 € par mois pour pouvoir accéder à cette plateforme avec un volume d'images, mais juste aujourd'hui dans l'identité, on a une identité propre qui est celle du collectif Œil.
Montreuil. Et elle sera reconnue dans ce milieu des agences. D'ailleurs, demain, on est sur un événement où on a notre propre espace, où on sera au milieu des autres agences. Mais c'est exister et assumer d'exister aussi de manière différente et de contrôler nos images. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on se dote de nos propres outils médiatiques, le papier, le web. Et puis aujourd'hui, pour notre distribution d'images, essayons. En fait, on n'a rien à perdre. Je préfère me dire que j'ai tenté, puis on a tenté, ça n'a pas marché. Mais en fait, si ça marchera, parce qu'on fait plein de choses à côté qui font que c'est cet équilibre précaire entre des ateliers, vendre des images, aller en reportage, qui fait que déjà c'est riche, mais surtout essayer de trouver cet équilibre financier qui permet de vivre en fait tout simplement de ce qu'on fait. Alors, l'une des choses sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, tous les deux, c'est la problématique des camps. Et notamment deux situations très importantes. La première, c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé à Calais. Et puis ensuite, on va en parler juste après, dans le plus grand camp de réfugiés et de personnes persécutées du monde, qui sont les Rohingyas au Bangladesh. Alors peut-être on peut commencer par Calais. Calais, on s'est vu un petit peu pour préparer cette rencontre une fois. On s'était pas du tout rencontrés avant. Et vous m'avez dit, Calais, c'est la chose la plus dure. C'est que vous ayez vu, c'est vraiment l'endroit le plus horrible qu'on puisse imaginer. Alors voilà, est-ce qu'on peut peut-être un peu montrer des images? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu voilà, des choses que vous avez vues à Calais, ce qui a été important pour vous? Qu'est-ce que vous avez montré par des photos, etc. La situation des réfugiés, c'est quelque chose dans le monde entier en fait qui nous touche, soit parce que on a été confronté à ces questions-là dans nos familles ou par des proches. Et Calais, en fait, c'est à 130 km de chez moi, et c'est quelque chose que naturellement, en fait, je suis allé couvrir. On est allé couvrir d'abord aussi parce qu'il y a eu des mouvements à Paris. Et en fait, on a suivi cette route de Paris à Calais. Et puis moi, je suis retourné dans le Nord. On a suivi la situation des réfugiés à Calais. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que on est en France et on est à Calais. Et Calais, quoi qu'il arrive, c'est la ville la plus proche pour aller en Angleterre. Dans le monde, enfin, ça a toujours été le cas. Et la situation des réfugiés actuelle, en fait, c'est une vague triste de réfugiés, mais il y en a eu plein d'autres en fait. Et Calais, ça a toujours été. Il y avait Sangatte, on a beaucoup parlé de Sangatte, mais c'est juste à côté. En fait, c'est la même chose, c'est le même endroit. Nous, ce qui était important dans la situation de Calais, c'est d'aller documenter ce qui s'y passait et d'aller à la rencontre des gens. Moi, j'ai été beaucoup dans une cuisine solidaire qui s'appelle la Belgium Kitchen, qui était tenue par des Belges et qui distribuait 800 à 1000 repas par jour. Et ça, c'était notre point de fixation. Et on allait dans la vie des gens, on allait rencontrer les gens. Et donc, on a suivi, d'une part, la vie, parce qu'il se passait des choses chouettes aussi, mais aussi la répression policière qui était autour de ça, de cette question-là, et surtout qui était cristallisée sur un camp, qui est la Lande, et qui est pas très grand en fait. Et donc nous, on a été documentés pendant presque 2 ans, et moi je continue en fait à documenter cette question des réfugiés à Calais. Et voilà, on a des images. Enfin, on pourrait revenir sur les histoires de chaque image, parce que chaque image a une histoire. Et donc là, voilà, ça c'était c'est ton image, ça d'ailleurs. Ça, c'est pendant le démantèlement de la zone sud. En fait, Calais, il y avait, c'était organisé par communauté. Donc les gens qui arrivaient, ils retrouvaient en fait dans la jungle de Calais le coin de leur pays, et ça leur permettait d'avoir très vite des gens qui pouvaient leur expliquer comment fonctionnait la France, comment ça se passait à Calais, et puis juste en fait se retrouver par histoire et affinité, c'était important. Il y a eu d'abord le démantèlement de la zone sud. Et l'État a proposé aux gens 2 alternatives. Ou bien vous partez, donc soit vous acceptez les relogements provisoires ou les campements ailleurs, donc soit vous quittez la zone, soit vous vous déplacez dans la zone nord. La plupart des gens qui ont eu ce choix-là, ils ont décidé de prendre leurs affaires et de monter dans la zone nord. Le problème, c'est que ça a causé en fait un dysfonctionnement complet du fonctionnement de la jungle, parce que du coup, sur un espace plus réduit, il y avait le double de personnes, et surtout les gens se sont mis là où il y avait de la place. Et donc en fait, des fois, il y a eu des débuts de conflits entre personnes de pays différents, d'origines différentes, de religions différentes, et ça a créé vraiment un vrai dysfonctionnement de la jungle, et qui a justifié ensuite le démantèlement complet. Donc là, c'est pendant le démantèlement de la zone sud, et on est juste en fait là où il y a la fumée. On voit un petit peu devant lui une sorte de poutre, en fait, un espace de 2 mètres sur 2. Et c'était sa cabane à ce jeune. Ce jeune, il est parti 2 heures chercher à manger à l'autre bout de la jungle. Et quand il est revenu, quelqu'un avait mis le feu à sa cabane. Et du coup, il est resté là pendant, a priori, longtemps, en fait, devant le reste de
juste ce qu'il avait en France. Et donc on a pu échanger un petit peu. Il avait une vingtaine d'années et du coup il savait plus du tout ce qu'il allait devenir et ce qu'il allait faire. Après des histoires comme ça, des parcours de gens, des rencontres rapides, on en a plein, on en a des dizaines. Mais voilà, c'est important vraiment pour nous de venir très régulièrement sur les temps très médiatiques comme le démantèlement et en même temps sur des temps du quotidien, rencontrer les gens, savoir comment ils survivaient ici. Et par exemple, je me souviendrai toujours d'un jeune à la période du démantèlement. J'étais avec Julien, il me semble, qui nous a dit qu'il repartait en Syrie parce qu'il préférait, en ces mots, il nous a dit « Je préfère mourir sous les bombes dans mon pays que mourir ici de froid ou sous les coups de vos policiers. » Et quand on entend ça, quand on entend un jeune mineur syrien qui nous dit ça, c'est hyper prenant et c'est des choses qu'on a besoin et qu'on a envie pour eux, pour elle et eux, de vous le ramener ici, sur les réseaux, dans les médias. Et c'est important de ramener cette parole. Là, sur cette image, on est aussi dans le démantèlement de la zone sud. Et il y a eu, il me semble, 12 Iraniens qui se sont cousus la bouche pour protester contre la politique de démantèlement de l'État de la jungle de Calais. Et qui, par cette pratique, en fait, c'est une pratique qui est coutumière a priori chez eux, de ce qu'ils nous disaient, parce qu'ils ne peuvent pas manifester. Et donc ça, c'est une opération un peu visible, mais ils ont fait une grève de la faim. Et notre travail aussi, c'est de montrer ça. C'est de montrer qu'il y avait ces choses-là. C'est passé dans tous les médias, mais on est obligé aujourd'hui, en France, pour des réfugiés, là pour le coup, vous allez être réfugiés politiques, de se coudre la bouche pour pouvoir protester. Moi, c'est ça, en fait. C'est juste ces conditions de non-accueil que la France propose aux réfugiés, en fait, qui est problématique. Il y avait une annonce dire la France accueillerait 32 000 réfugiés en 2 ou 3 ans. Mais merde, ça fait même pas un réfugié par commune. Donc, quelle place prend, en fait, la question des réfugiés dans le poids, même dans les médias, par rapport au nombre de personnes que ça touche. Ça ne veut pas dire qu'il faut invisibiliser, au contraire, mais juste faisons une politique d'accueil, pas une politique de non-accueil. Les laisser dans cette boue-là, le pire, c'était Grande-Synthe, il y avait 20 cm de boue l'hiver. Enfin, on a rencontré des situations de fous, des gamins qui venaient débarquer de Syrie, et on te demande si tu peux les prendre dans tes bras pour les mettre dans une tente, parce qu'il n'y a que de la boue partout. Et après, quand on nous dit « Mais pourquoi on voudrait rester en France ?» C'est ça l'image de la France qu'on a. Ah bah là, tu as l'air con, en fait, un peu quand même. Là, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre travail, c'est aussi de dénoncer ce système qui existe, c'est de dénoncer comment sont traités les réfugiés. Sur cette photo-là, c'est le démantèlement encore de la zone sud. Il y a la préfecture, il y a des associations, dont une association parisienne aussi, dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait le groupe SOS, qui s'appelle toujours le groupe SOS. Et là, la communication politique qui était faite, c'était de dire on va démanteler, ok, mais on va proposer des solutions et ceux qui veulent pas partir, ils prendront le temps de partir. Non, il y a un journaliste qui a équipé un réfugié avec un micro et qui prouve bien en fait que non, tu pars tout de suite ou on détruit ta maison, quoi. Enfin, de toute façon, on va détruire ta maison. Donc tu viens dans des centres d'accueil et d'orientation ou tu t'en vas. Et ça, c'est quand même fou entre la communication politique et ce que nous on peut voir et vivre, et se dire il y a des associations en fait qui travaillent sur l'humain, les gens, mais qui en fait sont complices de ces pratiques-là. Et notre travail, c'est aussi d'aller les solliciter. Pour le coup, j'y ai travaillé quelques années. Je les ai interpellés pour leur dire je comprends pas. On vous laisse un droit de réponse. Et en fait, le droit de réponse, il était bidon. Enfin, c'était un droit de réponse on soutient nos équipes qui participent à ce truc-là. Mais voilà. Et ça, c'est notre travail. Il faut qu'on dénonce ces choses-là parce que c'est des situations qu'on peut pas. Enfin, voilà, la situation des réfugiés, qu'ils soient économiques ou parce qu'il y a la guerre, en fait, le monde est fait comme ça. Il y a des migrations qui se passent et on peut pas lutter contre ça. Donc, accueillons les gens et proposons-leur des vraies solutions, pas juste les chasser à coups de matraque. Et là, si vous baladez à Calais, les réfugiés se cachent. Est-ce que tu as la photo avec l'eau dont tu as parlé tout à l'heure, Onoman, ou pas? Tu l'as pas? Vas-y, si tu as une autre photo que tu veux commenter ou je sais pas. Celle-là, elle est intéressante parce que c'est pendant le démantèlement et à chaque fois que je la présente à des groupes, adultes, enfants, tout ça, je leur demande d'après eux où ça a été pris. Ils répondent tous la Syrie.
Et il y a pas longtemps, on était dans une rencontre avec des jeunes réfugiés syriens qui habitent à Nevers, parce qu'on fait des projets médias avec eux. On est monté à Calais et on a fait une rencontre avec des jeunes d'un centre social, des jeunes calaisiens, qui sont plutôt très extrême droite, et on est venu avec des jeunes réfugiés syriens. C'était un petit peu tendu au début. De quoi ? Avec des jeunes en fait. Parce qu'on estime qu'il faut aussi qu'ils se rencontrent et qu'ils comprennent qu'en fait, même s'ils habitent à côté de la jungle, qu'ils soient confrontés à cette réalité. C'était un travail aussi avec Amnesty International. Le projet de Nevers est fait avec Amnesty International et les éducateurs avaient sollicité Amnesty International pour pouvoir avoir une rencontre. Voilà, c'était ça. Et du coup, je leur ai montré cette photo et je leur ai demandé où ça a été pris. Et tous les Calaisiens, ils m'ont répondu la Syrie. Du coup, j'ai pu, en fait, grâce à cette photo, détricoter un peu, leur expliquer que ça se passe à 10 minutes de chez eux. Et de là, on a pu ouvrir un peu sur les conditions de vie. Et en fait, grande surprise, ils savaient pas du tout. Ils savaient pas du tout que pour venir d'Afghanistan jusqu'à Calais, c'est à peu près 10 000 euros. Ils savaient pas que du coup, les gens qui ont 10 000 euros pour venir, c'est des gens qui avaient une situation avant, qui sont médecins, qui sont avocats. Dans la jungle de Calais, on croisait des médecins, des avocats, des webmasters. Et quand on leur a dit ça, en fait, ça a ouvert quelque chose chez eux, une curiosité. Et on espère, après, on ne se fait pas d'illusions, il y a aussi après le discours à la maison et le discours du quotidien qui reprend peut-être le dessus, mais elle permet aussi, cette photo-là, d'ouvrir cette discussion. Et donc, en fait, derrière, c'est pas des bombardements, c'est la jungle qui est complètement en flammes, en fait. Alors, l'une des questions peut-être un peu politique et théorique, qui se pose, c'est comment est-ce que vous gérez la question de prendre une photo de quelque chose comme Calais et de pas trop esthétiser, parce que la problématique de prendre des photos, c'est de faire souvent des belles photos, et les photos, elles sont belles, elles sont puissantes, et il peut y avoir un risque que ça euphémise un peu la dureté de la réalité, le côté sale, le côté scandaleux, etc. Et donc, comment est-ce que, c'est pas seulement vrai sur Calais, c'est vrai pour tout, comment est-ce que vous gérez, vous, la question de la dimension de la beauté d'une image, et qu'est-ce que c'est quand on est photographe de faits politiques, d'agression, de dureté, on gère cette problématique de l'esthétique dans les types de photos qu'on prend, quand on les traite et tout ça? Je pense que la question de l'esthétisme, en fait, elle va au-delà même de la photo. On peut prendre sur énormément de choses, même sur les manifestations. Enfin, quand on a les fumigènes qui craquent, il y a la question de l'esthétisation. Et moi, j'ai des discussions sur le fait que il y a des manifestants qui veulent pas de presse, et en même temps, ils sont dans cette esthétisation du mouvement. Moi, je pense qu'il faut pas. J'essaie de pas me poser la question, en fait. Est-ce que c'est esthétique ou pas esthétique ? C'est est-ce que ce travail me plaît aussi ou pas ? Mais je crois qu'il faut vraiment assumer le fait que parfois des photos dures peuvent être belles aussi. Ça veut pas dire qu'elles sont toutes belles, je sais pas, hein, mais en tout cas, l'idée c'est quand même que cette partie de l'esthétisme, en fait, c'est un parti pris. Nous, on retouche pas nos photos, c'est-à-dire que on n'efface pas des gens, on rajoute pas un pistolet, voilà, on manipule pas nos images. Par contre, on corrige les contrastes, la colorimétrie, enfin voilà, un truc classique en fait qui s'est toujours pratiqué en photo, même quand c'était de la photo argentique en fait. Il y a toujours eu ce travail de contraste, d'isoler des zones, les faire ressortir. Ça on le fait. Donc il faut pour moi assumer le côté esthétique, ne pas en tout cas se dire oui c'est trop, ça fait trop joli. Mais ça va même plus loin que ça. Après on y viendra tout à l'heure. On était au Bangladesh et cette question de l'esthétisation de l'image aussi parce qu'il nous est renvoyé on se disait on va pas reproduire des images de Géo ou du Nicef quoi, sauf qu'à un moment donné c'est ce qui se passe quoi. Donc voilà, pour moi je pense qu'il faut pas rougir de l'esthétisation et il faut l'assumer en fait comme ça fait partie du travail photographique aussi. T'as un truc à dire là-dessus sur l'esthétique ? Alors peut-être on peut passer justement à la question du Bangladesh, dans lequel vous êtes parti donc c'est ça ? Décembre, janvier, ouais. Ok. Vous êtes parti. Vas-y. Alors racontez un petit peu déjà. Vous êtes parti donc 2-3 semaines, je pense, au Bangladesh. Un petit peu moins. On est parti 10 jours. Ouais. On est parti 10 jours et l'idée c'était de 15 jours. L'idée c'était d'aller dans les camps Rohingyas. Les Rohingyas, c'est une minorité ethnique musulmane en Birmanie qui sont pourchassés, mais qui sont persécutés, exterminés, merci, depuis 1990. Donc depuis 90, il y a des Rohingyas qui s'enfuient de la Birmanie et qui viennent constituer des camps au Bangladesh. Aujourd'hui, au Bangladesh, il y a les plus grands camps de réfugiés au monde.
Et donc on s'est dit qu'on allait aller documenter tout ça. Il y a à minima 1 million, mais là cet été par exemple, les massacres ont repris cet été entre août et septembre 2017, et il y a environ 600 000 personnes qui sont arrivées. C'était des bateaux, des embarcations qui arrivaient en permanence, et donc du coup ça nous semblait important d'y aller parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être un manque d'information à ce niveau-là, ou alors une information parfois pas accessible à tous. Voilà, on m'a reproché quand je dis ça, on me dit ouais mais le Monde en a parlé. Oui, mais tout le monde ne lit pas le Monde. Déjà parce qu'il faut l'acheter et que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir les tribunes politiques du Monde. Donc on s'est dit qu'on allait y aller. On a documenté, donc on a travaillé une partie sur les camps. Évidemment, on a voulu illustrer qu'est-ce que c'est qu'un camp, qu'est-ce que c'est que le plus grand camp du monde. Et on a rejoint là-bas l'humanitaire français Moussa Ibn Yacoub, qui est un jeune humanitaire de Montreuil. Et il y a 2 ans, Moussa, qui est allé aider les Rohingyas, a été prisonnier par les autorités birmanes. Il est resté combien 24 jours en prison et 5 mois ensuite, pendant lesquels il n'a pas pu quitter le territoire. Pendant ces 5 mois, il a créé une association qui vient en aide aux enfants des rues. Ça s'appelle Bani Street. Et il va chercher les enfants dans la rue, en lien avec les parents, et il les aide. Il les met dans une école, il les forme, et l'idée c'est qu'ils puissent les sortir de la rue. Donc on a voulu travailler vraiment sous ces 2 aspects-là et comprendre qui était Moussa, qu'on connaissait un petit peu avec Fumigène, on avait fait un entretien avec lui, pourquoi il était allé en prison, et pourquoi, quand les autorités birmanes le mettent en prison, silence médiatique complet autour de ça, alors qu'on a d'autres humanitaires françaises ou français, lorsqu'ils sont en prison, même pour des trucs véritablement graves, il y a beaucoup de médias qui en parlent. Quand ils sont rapatriés en France, quand ils reviennent, on leur déroule le tapis rouge. Pourquoi Moussa, quand il arrive en France et qu'il demande, la seule condition c'est qu'on me laisse tranquille à la douane, pourquoi il se retrouve à se faire contrôler 1 heure par la police aux frontières et 1 heure par la douane, alors que c'est un humanitaire français qui sort de 25 jours de prison et de 5 mois d'assignation dans le pays. Donc tout ça, ça nous a intéressé, on a travaillé là-dessus, et donc c'est un travail qu'on vous présente. C'est une des premières fois qu'on le présente. Et donc on va parcourir un peu les camps, et ensuite on va aller plus spécifiquement sur les actions que mène Moussa. Donc ça c'est un des principaux camps, qui est le camp de Kutupalong, et on est sur des files d'attente pour la distribution alimentaire, en fait, qui est principalement du riz et un mix de 5 ou 6 aliments pour essayer de nourrir les réfugiés qui sont présents. On est dans un pays aussi musulman, et donc on a aussi l'organisation qui fait qu'il y a des files d'hommes et des files de femmes pour récupérer le riz et la nourriture. On a des longues attentes, en fait. C'est ça aussi, c'est que c'est long, il fait chaud. Et ce camp-là, juste derrière, il y a la frontière birmane, en fait. On est pas très loin. Et du coup, il y a tout un système qui est organisé. Là, c'est des anciennes rizières. Et cette dame, en fait, là tout au bout, c'est la Birmanie. L'idée, c'était que... Je t'interromps juste, c'est intéressant ça, parce qu'en fait, c'est un déplacement très près. C'est pas du tout comme les gens, les Syriens qui viennent à Calais, où ils ont 5000 km. C'est les gens, ils peuvent voir l'endroit d'où ils ont été chassés, ce qui fait un rapport très très particulier à l'idée d'être déplacé, en fait. Ouais. En fait, c'est ça aussi qui était important. C'était justement, on a tristement l'habitude de suivre des parcours d'exil très longs, où des gens ont fait 5, 6, 8 000 km pour pouvoir venir ici. Et puis là, on va dans un pays, certes, nous on a fait 10 000 km, pour aller voir des gens en fait, qui sont déplacés à 30, 40 ou 100 km du lieu du massacre. Et donc du coup, c'est pas le même rapport non plus entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Et qui n'ont aucune perspective. Contrairement à un Syrien, par exemple, qui vient jusqu'à Calais. Le point de chute, c'est pas Calais, c'est souvent l'Angleterre. Mais là, il n'y a pas de perspective, à part s'entasser dans ces camps. Et on a croisé des gens qui sont là depuis 90, et en fait, ils n'ont pas bougé d'ici. Parce que la population autour, les villages autour, sont quasiment aussi pauvres que les camps. Et qu'en fait, tu sors pas d'un camp comme ça. C'est très compliqué. Les quelques-uns qui arrivent à sortir du camp, ils se retrouvent à faire la manche dans la rue, dans les villes principales. Et c'est véritablement l'image du gamin mendiant qui nous demande à manger dans la rue, parce que sinon, littéralement, il crève de faim. Donc on a d'un côté soit la situation des camps, où tu peux manger que du riz en faisant la queue pendant des heures aux banques alimentaires humanitaires, ou alors aller dans les villes pour tenter de faire la manche et tenter de t'en sortir dans un bidonville.
Ça, c'est une vision très parcellaire hein, de ce que sont les camps de réfugiés birmans. Il faut savoir que ça s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Enfin, c'est un truc impressionnant pour accueillir de toute façon 1 million de personnes. Il faut que ce soit très vaste. Et surtout, ce qui était aussi délicat, enfin en tout cas particulier pour nous, c'était qu'on allait là dans des camps de réfugiés organisés par l'État. Parce qu'il faut pas, c'est pas la même chose en fait. Quand même, on est là dans des camps organisés par les militaires. C'est l'État birman, c'est l'État du Bangladesh qui organise ces camps. Il y a des militaires, c'est structuré. Et pour tenir en fait un camp aussi grand, je pense qu'il faut que ce soit structuré. Et il y a toutes les ONG possibles. Toutes les ONG possibles. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le sud du pays, à côté de Cox's Bazar, vous vous rapprochez des camps. Et là, c'est le défilé, on dirait la Nationale 3 avec toutes les pubs de garage, quoi. Mais c'est triste, mais on a toutes ces ONG en fait qui sont là. Et il y a des espaces à louer pour qu'ils puissent s'installer. Ça ne veut pas dire qu'il en faut pas. C'est juste que là, pour le coup, se pose la question de la distribution. On y reviendra juste après, mais sur la distribution de denrées alimentaires. Là, aujourd'hui, c'est moins médiatique et pourtant les habitants, enfin les réfugiés restent au même endroit. Et donc, comment se passe le rationnement ? Il y a moins de bouffe en fait. Et donc, du coup, il y a d'autres assos humanitaires ou même des individus qui se mobilisent pour pouvoir faire des choses avec les réfugiés. Bah, là, du coup, on a parcouru un peu les photos de camp, mais là, on rentre sur donc un reportage sur une distribution alimentaire. C'est important de comprendre comment ça se passe. Comme disait Julien, c'est impressionnant de défiler d'ONG, mais du coup, on a voulu vraiment s'attarder plusieurs heures sur une distribution, essayer de comprendre combien de temps les gens attendent, principalement des femmes, parce que les hommes se font massacrer en fait. Donc beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants et très jeunes. On le voyait un petit peu sur les photos d'avant. Très jeunes en fait, les gamins qui sont là, ils bossent. Ils bossent parce qu'ils savent qu'en fait c'est leurs conditions de vie qui en dépendent. Donc ils se retrouvent à porter des sacs. Il y a tout le temps des gens qui portent des sacs tout le temps. Tout le temps ça porte des sacs de riz. Ça circule tout le temps. Si c'est pas du riz, c'est des tiges de bambou qui font plusieurs mètres de long, hyper lourdes pour construire une cabane à l'autre bout du camp. Mais ils n'ont pas d'autre moyen d'y aller qu'à pied. Si c'est pas ça, c'est des blocs de ciment pour faire des canalisations. Si c'est pas ça, c'est des trous dans le sol pour essayer d'extraire de l'eau. Donc avant d'arriver à l'eau, il y a de la boue pendant des heures qui coule. Voilà, donc les gens sont tout le temps en activité, tout le temps en train de bosser. Et donc là, on est sur une distribution. Pour avoir accès à la distribution, il faut d'abord passer à un bureau. Dans ce bureau, on te donne un ticket de rationnement. Et grâce à ce ticket, en fait, tu peux ensuite aller cheminer jusqu'à avoir ton sac de riz. Alors, c'est rationné en fonction de si tu as plusieurs enfants ou pas, la taille du sac de riz, les vêtements, tout ça. Donc, tout est très, très, très bien organisé. Donc là, on les voit, c'est les tickets, ils les ont à la main et ils attendent sous une bâche. Alors, l'une des choses que vous m'avez dites quand on s'est parlé et qui m'avait beaucoup frappé, c'est au fond que c'est mieux qu'à Calais. Que au fond, quand on va, vous attendiez à avoir quelque chose de particulièrement désastreux, humanitairement, sanitairement, humainement, mais qu'au fond, Calais c'est pire. Et c'est difficile à comprendre. J'aimerais bien que vous nous parliez de ça parce que c'est vrai qu'on se dit on va au camp de Rohingya, le massacre au Bangladesh, on se dit qu'on va avoir un truc vraiment. Et en fait, c'est Calais c'est pire. Avant de partir, on s'était préparé quand même en se disant bon, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud émotionnellement parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de gamins. Moi, j'ai un gamin, ça fait du coup écho, et je me suis dit ouais, ça va être rude. Et comment on met en place collectivement, mais c'est pas qu'à deux en fait, c'est avec la famille, mais aussi avec Eros, avec les gens de Fumigène aussi. C'est comment on peut avoir ces soupapes de sécurité qui nous permettent aussi, si à un moment donné ça va pas, de pouvoir évacuer un peu. Et on s'était préparé. Et puis on passe la première journée dans les camps, et le soir en fait on se dit ah ouais merde quand même, Calais c'est pire. On n'osait pas se le dire un peu. On est un peu bégayé. On avait vraiment préparé le truc et en fait, on s'est rendu compte que Calais c'est pire. Et que la situation dans laquelle vivent les réfugiés à Calais, elle est bien pire que celle des réfugiés au Bangladesh. Ce qui est la grande différence, c'est la proximité ou l'éloignement du lieu de massacre. C'est-à-dire que là, on est dans des camps organisés
par un gouvernement, mais aussi par d'autres gouvernements soutiens et des ONG, avec une proximité d'un massacre qui est d'une trentaine ou centaine de kilomètres maximum. Et puis à Calais, on se retrouve avec des gens qui sont isolés, qui sont souvent seuls, et qui sont à 8000 kilomètres. Et déjà, ce rapport-là, en fait, il est important. Nous, on leur permet pas de s'installer au Bangladesh, ils sont accueillis. Et donc, il y a les conditions au Bangladesh, elles sont quand même rudes. Enfin, c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde. Enfin, on va pas, voilà, ça veut pas dire que c'est beau non plus. Mais juste dans les conditions d'accueil, dans la réalité de vie quotidienne, c'est que à Calais, en fait, l'hiver, il y a des gens probablement dans quelques années. Enfin, c'est triste, mais on retrouvera des gens dans les dunes qui sont morts de froid parce qu'il fait -10, qu'il fait -5 degrés, qui sont dehors. Là, c'est pas la même chose. Là, il y a la mousson, mais c'est quand même organisé. C'est pris en charge par un gouvernement qui met des moyens aussi pour les accueillir. Et donc ça a été pour nous quelque chose de difficile à accepter, puisque déjà on a eu du mal à se le dire, et que finalement c'était moins difficile émotionnellement que ce qu'on avait aussi imaginé. Oui, c'est-à-dire que le pays le plus pauvre du monde, enfin l'un des pays, peut accueillir 1 million de personnes correctement. Enfin, à peu près, disons correctement, alors que la France, qui est le 5e pays le plus riche du monde, ne peut pas accueillir 1000 Syriens. Quoi. On veut pas. Les inégalités sont beaucoup moins importantes entre les gens, entre les réfugiés et les gens du pays, qu'en France, qu'à Calais ou qu'à Paris. Hein, il suffit d'aller pas très loin d'ici. Des camps, il y en a sous les... Enfin, voilà, il y en a à 2 kilomètres d'ici. Et c'est ce contraste, en fait, qui est hyper frappant et qui est difficile à vivre. C'est ce contraste de dire que quand tu es... dans un camp parisien, et ben en fait, le trottoir d'en face, t'as des gens qui vivent bien. Et au Bangladesh, du coup, bah tout le monde est en galère, mais il y a une solidarité quand même qui est importante. Là, on le voit sur les photos juste avant. Les gens qu'on voit avec les gilets fluo, c'est des volontaires en fait. C'est des gens du Bangladesh qui sont là pour donner un coup de main et pour aider. Donc là, en fait, ils aident l'approvisionnement pour les gens qui peuvent pas, soit les personnes âgées, soit les enfants. Et donc, ils portent pour eux. Et ça, c'est un truc qui est hyper important et qui nous a vraiment marqué. Avec cet espoir aussi pour eux, du coup, de contribuer à travailler avec des ONG et que potentiellement, en fait, tu apprends l'anglais et que potentiellement, derrière, tu pourrais travailler pour des ONG. Ça, et tu manges aussi. Bien sûr. Et de fait, ce que vous disiez était intéressant, ce que vous m'aviez raconté, que par exemple, donc à Calais, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes de répression policière quand on est journaliste pour montrer ce qui se passe, alors que là, vous avez plutôt été relativement bien accueilli par l'armée qui organise et qui vous a plutôt accompagné, mais vous n'avez pas eu d'affrontement ou du tout de tension. Peut-être on peut passer, comme le temps arrive, on peut passer à Moussa, que tu voulais montrer le petit reportage sur l'humanitaire et son travail, montre-le. Donc du coup, sur Moussa, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on s'est intéressé à ce qu'il faisait, il nous a donné rendez-vous d'abord dans la capitale. Il organisait un tournoi de taekwondo, enfin c'était le pays qui organisait un tournoi de taekwondo, avec différentes équipes de tout le pays. Et pour la première fois, Moussa, avec son association, avait une équipe. Depuis quelques mois, les jeunes de son centre, du coup, parce il loue une petite maison dans la ville. Pour la première fois, les jeunes participaient, et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'ils ont quasiment tout gagné par rapport à des enfants qui sont dans des vrais clubs de taekwondo depuis longtemps. Donc ça, déjà, c'était super chouette à vivre. Et ensuite, alors on n'a pas pris ces photos-là, on s'est concentré sur les inscriptions à l'école. Parce que il faut se rendre compte que là, dans les photos que vous allez voir, il y a des petites filles qui, quelques mois auparavant encore, vendaient des coquillages sur la plage pour bouffer. Et aujourd'hui, elles sont en train de rentrer chez le tailleur pour avoir des vêtements à leur taille, sur mesure, pour rentrer dans les écoles. Et ils faisaient leur rentrée des classes quelques jours après. Du coup, c'était au mois de janvier. Ils faisaient leur rentrée des classes quelques jours après. Et donc, du coup, ce qui suit, c'est la séance chez le tailleur et l'inscription à l'école. On voit Moussa, là, du coup, à droite, qui regarde le tailleur à gauche, en train de prendre les mesures. Parce que son travail aussi, c'était de les sortir de la rue, en lien avec les familles aussi. C'est pas il est dans la rue, je le prends. Non, il y a un vrai travail qui est fait avec les familles, qui autorise qu'ils soient accueillis, avec une mise à niveau, notamment en anglais, pour qu'ils puissent intégrer derrière en fait les écoles du pays, notamment des écoles anglaises. Et là c'est la plupart, enfin d'ailleurs tous les gamins en fait qui étaient accueillis rentraient à l'école le 2 ou 3 janvier, soit l'école anglaise, soit l'école du pays en fait. Et d'ailleurs, du coup, Moussa, en fait, il fait beaucoup de cours par correspondance. Donc, il a des tablettes et il y a des gens, en fait, alors souvent de France, qui donnent des cours à distance aux enfants et ils cherchent en permanence. Donc, l'appel est lancé. S'il y a parmi vous des profs d'anglais ou autres.
Après la séance chez le tailleur, du coup, on est allé à l'école directement, dans une école du coup reconnue par l'État, parce que lui, c'est une école un peu informelle. Tu vois, il donne des cours sur tablette, il fait des cours de sport. Mais là, l'enjeu, c'était de pouvoir inscrire ces enfants-là dans cette école. Et donc, il fallait, pour ça, qu'elles aient des bons résultats scolaires, en tout cas qu'elles aient réussi leur test de passage. Là, on est véritablement dans le moment de la négociation entre, à gauche, le directeur d'école en cravate et Moussa, qu'on voit de dos à droite. Et donc, ça négocie sur le prix de l'inscription. Parce qu'évidemment, il n'a pas des ressources illimitées. Et donc, du coup, l'idée, c'était qu'elle soit inscrite, mais que l'école fasse aussi un geste par rapport à la dynamique de l'association de Moussa. Et les négociations, en fait, elles se jouaient plus sur le montant du transport que de l'inscription. Parce qu'il y avait le montant du transport. Donc, c'était des longues négociations. Donc là, on voit les 3 filles qui sont en train de passer des tests et de vérifier avec un des profs. Donc c'est une école de filles, en fait. Plutôt. Ouais. Tu travailles sur les filles. Ouais. Et c'était principalement les filles, en fait, qui avaient un bon niveau et qui intégraient cette école anglaise. Bah, elles sont plus grandes aussi. On voyait sur la photo d'avant chez le tailleur des garçons, mais ils sont un peu plus jeunes, donc ils sont dans d'autres circuits scolaires. Mais là, c'est les filles, les grandes qui sont en train de rentrer à l'école. Ok, fini là-dessus et on conclut sur le dernier truc. Ouais, dans cette école, s'ils parlent pas en anglais, ils doivent payer une amende. Ah bon? Ouais, de 20 Chaque fois, takas, ça fait 2 centimes ça fait 2 centimes, je crois, mais Du coup, ils parlent vraiment bien anglais, beaucoup mieux que moi. beaucoup mieux que Noman, ouais, c'est vrai. Ok, parfait. Et donc, il nous reste une dizaine de minutes. Ok, on va donc, faire vite. Non, mais c'est pas ça, mais c'est bien de parler du dernier sujet, puisque le fait qu'une des choses qui vous intéresse aussi beaucoup dans votre travail, c'est les luttes contemporaines, de suivre pas seulement les violences policières, les camps, etc., mais d'être au contact des luttes contemporaines dans un projet, comme Julien a dit tout à l'heure, documentaire, et peut-être essayer aussi d'être moins dans une forme de concentration sur les moments forts, disons, la manifestation, l'affrontement, mais de penser aussi une forme de journalisme ou de photo du quotidien, enfin de la lutte dans son déploiement, dans son temps long, dans son immersion. Et c'est vrai que ça, c'est un travail fort que vous faites de pas seulement faire de la photo du spectaculaire, mais fait une documentation de ce que c'est que lutter aujourd'hui en France. Et vous avez choisi de parler d'un certain nombre de thèmes ou de luttes que vous suivez aujourd'hui. Et pour conclure, donc la première lutte, c'est la lutte du comité pour Adama. C'est ça, c'est la lutte de la famille Traoré. Rapidement, pour tout le monde, Adama Traoré, c'est un jeune de 24 ans qui a été tué le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise en 2016. Depuis cette date, sa famille, ses proches, ses amis ont monté un comité de soutien et se battent quotidiennement, quasi quotidiennement, pour obtenir la vérité, la justice sur cette mort, pour savoir comment il est mort, de quoi il est mort, et surtout pour que les gendarmes incriminés puissent être condamnés, jugés et condamnés et reconnus coupables d'avoir tué Adama. Depuis quelques semaines après la mort d'Adama, j'ai contacté la famille, on a des proches en commun, et on a commencé du coup avec Fumigène. On a organisé une rencontre avec Assa Traoré pour qu'elle puisse venir raconter son combat, et Assa du coup qui est la sœur d'Adama, et on suit en photo, et très souvent voilà, on est ensemble pour mettre en lumière aussi cette lutte, parce qu'en effet la lutte c'est pas que des manifestations, c'est pas que des conférences de presse, mais c'est un quotidien, et le quotidien, entre deux temps forts, il est difficile pour les familles, parce que d'un côté on a ces 3 gendarmes qui vont avoir des congés forcés, donc qui vont être au repos, qui vont avoir une aide, une assistance psychologique, tout ça. Et de l'autre, on a des familles qui sont complètement éclatées, ou en tout cas, le risque, c'est que ça les éclate, qui se retrouvent complètement seuls et isolés. Et donc, l'enjeu, c'est comment, en photo, à notre niveau, on peut leur permettre de s'exprimer et surtout garder une continuité et finalement, je dirais même faire vivre Adama à travers les photos, et comment on peut continuer à faire entendre la voix de la famille. Donc ça, c'est lors d'une marche le 22 juillet pour les 1 an de la mort d'Adama Traoré à Beaumont, qui était une marche vraiment très très puissante entre Beaumont, Persan et jusqu'au quartier de Boyenval, où il y avait 2000 personnes. C'était une des grandes manifestations des quartiers populaires. Qui étaient des quartiers aussi qui, avant la mort d'Adama, en fait, s'affrontaient parfois. Et qui, derrière cette lutte aussi sur la vérité, en fait, réorganise
leur rapport et il se passe des choses. Voilà, il y a une lutte commune et qui fait que ça prend aussi et que ce discours il soit diffusé pas que à Beaumont-sur-Oise et à Persan, mais partout en France. Donc ça, c'est le quartier, c'est le quartier de Boyan. Donc ça, c'est une de tes plus belles photos, Nomade. Moi, je crois que tu peux la remettre. C'est la photo qui est sur la couverture du livre qu'a fait Assa Traoré avec Elsa Vigoureux aux éditions du Seuil, s'appelle Lettre à Dama. Assa Traoré, c'était la première invitée du cycle. En octobre. D'ailleurs, on vous invite vivement à vous procurer le livre et à le lire. En fait, c'est Assa qui écrit, qui s'adresse directement à son frère, Lettre à Adama. Et c'est poignant, c'est même pas le mot. Personnellement, j'ai toujours pas réussi à le terminer, alors qu'on se connaît bien et qu'on est très proches, parce qu'elle lui parle. Et c'est très très difficile d'être confronté aux mots. Et pareil avec un objet, on parlait tout à l'heure du matériel, d'être confronté à cette réalité-là et finalement d'essayer de se positionner un peu, non pas du côté de l'observateur, mais du côté de celles et ceux qui vivent ces traumatismes. Ça, c'est le frère qui est Youssef, qui est en prison maintenant. Et ce qui est important, c'est l'appropriation aussi des habitantes et habitants du quartier. Et c'est de faire des temps forts dans le quartier, mobiliser le quartier autour de cette histoire-là, autour de ce drame. Et donc là, c'est le frère qui prend la parole. Il y a une grande fresque. Il y a l'artiste Vince qui a réalisé une grande fresque, du coup, avec le portrait d'Adama et le portrait de Bagui, qui est aujourd'hui en prison. Et ce qui est important dans ce combat aussi que mène la famille Traoré, c'est qu'elle reste pas seule dans son coin. C'est que elle va à la rencontre d'autres familles aussi qui ont vécu ces situations-là. Et dans cette idée aussi de suivre, d'accompagner, de se soutenir avec d'autres familles qui vivent ces situations de crimes policiers ou de violences policières. Et donc, on voit régulièrement à ça partout en France, aller dans des conférences, à la rencontre d'habitants, pour aussi que les gens en fait ne subissent pas, ne restent pas là à subir ces violences-là et qui se mobilisent. Et que du coup, il y a le comité Adama, mais il y a d'autres comités sur lesquels ils travaillent ensemble en fait. Ça, c'était hier, c'était la libération d'Antonin. Et alors, donc un moment très beau aussi, et où tu t'es levé à 4h30 du matin. Et donc là, c'était la dernière chose dont tu voulais parler, Noman. C'est ce que tu fais en ce moment, c'est un conflit actuel et de ce moment, qui est le conflit des postiers, autour de Gaël Quirante notamment, qui vient d'être licencié de la Poste d'ailleurs pour son engagement syndical. Et tu suis cette lutte de très très près là maintenant depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler, nous montrer quelques images et parler un peu, parce que c'est une lutte qui est très peu médiatisée, ça en l'occurrence. Justement, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler ce soir. Il y a un mouvement social qui est en train de naître, ça a échappé à personne. Et il y a de plus en plus de secteurs qui sont en grève. Aujourd'hui, il y a les cheminots, il y a les salariés d'Air France qui sont en grève. Et il y a les gens des EHPAD, enfin bref, il y a les universités qui sont occupées. Et il y a aussi les postières et les postiers du 92 qui sont en grève aujourd'hui depuis le 26 mars et qui sont en grève d'une part contre le licenciement de Gaël Quirante, qu'on voit là sur le tract, c'est dans un centre de tri, et d'autre part contre toute la réorganisation de la Poste. Et c'est une grève évidemment qui passe inaperçue parce que ça concerne que le 92 pour l'instant. Il y a aussi Rennes et d'autres villes qui sont touchées et ça bloque pas la France. Enfin, clairement, la boîte aux lettres on l'ouvre quasiment plus jamais. Mais du coup, c'est d'autant plus important de la visibiliser parce qu'il passe complètement en dernier plan médiatique aujourd'hui. Les grévistes là qui sont, alors il y a 6 bureaux majoritaires dans le 92, donc 6 bureaux ils sont majoritairement en grève. Tous les matins, depuis le 26 mars, ils font des piquets de grève dans les bureaux de poste. Ils y vont. Quand ils y vont, ils sont reçus par les cadres, qui sont d'une arrogance incroyable, qui vont nominativement voir tous les gens qui se mettent en grève pour leur dire « Ah tiens, toi, tu te mets en grève aujourd'hui, t'es sûr que tu vas te mettre en grève aujourd'hui et rattraper tout ton travail demain ?» Parce que chaque jour en grève, à la poste, on rattrape le travail le lendemain. Donc c'est le double de courrier. Alors que normalement, enfin voilà, l'idée, c'est pas comme ça. C'est pas de doubler la cadence le lendemain. Et donc c'était important de le suivre, déjà parce que c'est un proche et en plus parce qu'il fallait en parler. Donc je vais défiler rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Là c'est un cadre, un très très haut cadre de la Poste qui demande à l'huissier de noter que je le prends en photo.
et qui essayent de m'interdire de faire des photos. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit normalement en tant que non postier d'être dans un centre de tri et que du coup depuis 2 semaines je suis postier à Levallois et en fait ni l'huissier ni le cadre ne peut vérifier parce que on est très très nombreux. Donc là il demande à l'huissier de bien noter que cet individu me prend en photo. Donc voilà à quoi ressemble un centre de tri. Donc là c'est les prises de parole très tôt le matin. De plus en plus souvent, en fait, quand on arrive sur le centre de tri, les cadres ferment le centre de tri, se mettent devant et nous empêchent l'accès. Et donc, du coup, on trouve des petites portes dérobées pour quand même y rentrer et aller voir les salariés. Ça, c'est Gaël qui rentre, du coup, qui est licencié. Il est licencié parce qu'en 2009, ils ont fait une action syndicale. Il est accusé d'avoir séquestré les cadres de la Poste. Ils étaient 6 personnes dans l'occupation de cette soi-disant de séquestration. C'est le seul qui est licencié, c'est le seul qui a eu des soucis à la suite de ça. Donc, c'est bien la preuve que c'est finalement une tête que la Poste voulait abattre. Et il y a 2 semaines, en fait, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, a donné son accord, donc l'accord de l'État, pour que la Poste le licencie. Bah évidemment, la Poste, elle s'en est pas privée. Elle l'a immédiatement licencié. Et donc, du coup, tout l'enjeu de la grève, c'est de savoir s'il va pouvoir être réintégré à la Poste ou non. Et c'est tout le durcissement là de cette grève tourne principalement autour de ça. Là, c'est une assemblée générale des postières et des postiers, du coup, qui votent la reprise de la grève le lendemain. Et il faut comprendre que, du coup, quand on touche 1200, 1300 euros, faire une grève depuis le 26 mars, c'est quelque chose qui est très difficile. Et ils galèrent vraiment à tenir la grève. Et malgré tout, ils arrivent à rester déterminés, ils arrivent à se soutenir mutuellement pour continuer cette grève. Là, on voit de dos le cadre qui vient en plein milieu d'un piquet de grève et qui, on le voit pas parce que, enfin, je parlais pendant photo de tête, mais on voit qu'il est en train de, il est en train de sourire en regardant le discours des grévistes. Voilà, ça c'est juste après la prise de parole. Du coup, tous les postiers qui sont partis, qui ont quitté leur poste de travail pour partir sur la grève. La semaine dernière, avec ce groupe-là, ils ont occupé le siège national de la Poste à Paris. C'est pas rien quand même de réussir à occuper un centre le siège national. Quand on est arrivé, une demi-heure après, tous les cadres, tous les salariés de ce bâtiment avaient été évacués parce qu'ils avaient peur, je sais pas de quoi, mais du coup, très vite, il y avait plus personne et pendant plus d'1 heure, on les voyait par la fenêtre. Ça faisait un embouteillage au niveau du parking. Ils n'arrivaient pas à sortir tellement ils étaient nombreux. Et du coup, on a eu tout le bâtiment pour nous. Et ils ont laissé, c'était bizarre, ils ont laissé tous les bureaux ouverts. Ils nous ont laissé nous promener. Et donc, du coup, les postières et les postiers ont pu se rendre compte à quel point il y a un décalage entre le discours des cadres qui consiste à dire qu'il n'y a plus d'argent à la Poste et ils se retrouvent avec des salles de pause. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, les centres de tri. Et de l'autre côté, des bâtiments comme ça, dans Paris. C'est où à Paris? C'est à la limite Paris, ici les Moulineaux, derrière Aqua Boulevard. Et donc, du coup, là, très concrètement, on a pu se rendre compte du double discours. Donc là, on est dans l'occupation, le bâtiment est encerclé par les CRS, et on se rend compte qu'en bas, en fait, le rassemblement qui est là commence à grossir, et du coup, les gens se répondaient. On se répondait à travers la fenêtre. C'était un bon moment. On a réussi à sortir. Alors les CRS se sont préparés, ils sont montés dans les escaliers. On les a vus par les fenêtres. Et quand ils étaient, en fait, a priori, ils étaient au 4e ou 5e étage. Nous, on était au 6e. On n'était pas barricadés. On était prêts à sortir. Et en fait, on s'est dit qu'on allait leur jouer un petit tour. On a attendu qu'ils montent. Et une fois qu'ils étaient pas loin d'arriver, on est sorti par la sortie de secours. Et du coup, on imagine qu'ils ont attendu longtemps avant de comprendre qu'on était sorti par la sortie de secours. Et donc, on s'est retrouvés en fait directement dans le rassemblement. Et derrière la sortie de secours, il y avait juste un CRS qui s'est retourné, qui nous a vu sortir, qui a pas compris, qui a appelé vite les renforts. Et du coup, tous les occupantes et les occupants se sont mélangés à la manifestation et tout le monde a pu partir sans être fiché, sans être contrôlé. Ce qui est quand même très important dans une lutte, c'est que quand on occupe le siège de l'entreprise pour laquelle on travaille, il y a une véritable légitimité. C'est ce qu'il me disait. En fait, on n'occupe pas, on est chez nous. Donc c'est normal qu'on soit là. Et sortir sans être encadré par les CRS, sans être fiché, c'était hyper important pour tout le monde. Je me permets de le dire, parce qu'ils sont vraiment en galère. On a, pour lier véritablement notre travail et les luttes, on met à disposition ce soir une caisse de grève pour les soutenir. Et un sac, juste là. Et à la fin, si vous voulez mettre 1 balle, 2 balles pour les aider, demain matin sur le piquet de grève, je leur ramènerai ça en votre nom. Merci pour eux. Voilà, c'est la fin des photos, la fin des reportages. Je te laisse conclure. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà.